Bienvenue à ceux qui sont avec nous et celles qui sont avec nous. Cette séance du 18 avril. Samedi, je recevais un appel de Madame, je crois que c'est Madame Marielle Côté, qui désirait m'apprendre ce que sans doute plusieurs d'entre vous savez, le décès inattendu, soudain, de Madame Laurence Villeneuve, qui est décédée chez elle, dans son automobile. Ils l'ont retrouvée samedi, mais elle serait décédée vendredi. Elle m'avait parlé quelques jours auparavant, en me disant, je suis les séances du conseil, et Monsieur le maire, je suis bien content, là, vous avez brassé un petit peu là, sur l'histoire des gens là, qui jettent toutes sortes de cochonneries un peu le long des routes. Puis elle était fière que la ville s'embellisse, puis elle voulait que ça soit toujours propre. Puis ceux qui connaissent sa propriété où elle demeure au coin de la route 195 Nord et durant Saint-Philippe, là, elle a une grande fierté, sa propriété, c'était à voir. Je ne peux pas dire qu'elle est la seule à faire ça, mais elle me dit le printemps, là, quand la neige fondue, là, je vais en avant de la propriété dans le fossé, devant chez moi, puis avec le coin de la rue, là, puis je ramasse un sac plein de toutes sortes de cochonneries que le monde m'a jeté dans la face. Je comprends que ça ne doit pas être nécessairement juste des gens d'Amqui, des gens qui voyagent, puis qui montent vers Matane, puis qui font ça. Fait que cette dame-là, pour ceux qui la connaissaient, une dame toujours joviale, généreuse de son temps, qui donnait beaucoup de temps chez l'Action bénévole, à la fabrique d'Amqui aussi. Une dame qui me faisait toujours plaisir de parler. Une dame qui était vraiment gentille, sympathique, généreuse de son temps et d'elle-même. Et très agréable dans les communications avec les proches, les voisins, ceux-là qui la connaissaient. Ça m'a attristé d'apprendre cette nouvelle-là. Franchement, mes plus sincères condoléances à toute la famille Villeneuve, famille Côté. Alors j'aurai une minute de pensée pour la famille. Merci à Mme Villeneuve pour ce qu'elle a apporté à la communauté d'Amqui, à ses proches, à ses... là où elle était active. Donc, je prendrai une proposition pour ouvrir cette séance. Proposé par M. Richard, appuyé de Mme Diane. L'ordre du jour se dit comme suit. Entre autres, le procès verbal de la séance ordinaire du 4 avril dernier. Enquête, une première période de questions. Non mentionné à l'ordre du jour de la présente séance. En 5, en administration générale et gestion financière. 5.1, la liste des comptes au 18 avril dernier. En 5.2, l'état des revenus et dépenses en date du 31 mars 2016. En 5.3, vente pour défaut de paiement de taxes, la nomination du représentant de la ville d'Amqui. En 5.4, le règlement d'emprunt numéro 793-16 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 234 790 $ pour la réfection du camping municipal de la ville d'Amqui. Un avis de motion à être donné ce soir. 5.5. Responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels, la désignation du responsable. En 6, en ressources humaines, 6.1, l'entente syndicale entre la ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, lettre d'entente numéro 2016-001. En 6.2, entente syndicale entre la ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142. Une lettre d'entente numéro 2016-002. En 6.3, l'acceptation de l'interprétation de l'article 1107 de la Convention collective entre la ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142. En 6.4, l'attribution du poste de code bleu classe 1 annuel temps plein à M. Patrice Thibault. En 6.5, l'attribution du remplacement temporaire de M. Gabriel Saint-Laurent à M. Fernando Lapointe, poste de journalier. En 6.6, embauche de M. Tommy Gontier à titre de coordonnateur au camp de jour du service des loisirs. En 6.7, l'embauche de M. Jonathan Couturier à titre de moniteur au camp de jour du service des loisirs. En 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, le plan d'intervention
inspection de conduite et de chaussée. Un mandat d'appel d'offres va être donné au service de génie de la MRC de Matapédia. En 7.2, le règlement 794-16 qui concerne le surveillant devant une souffleuse à neige, un avis de motion. En 7.3, l'appel d'offres sur invitation pour le nettoyage des conduites d'égout sanitaires et la station de pompage. Adjudication du contrat. En 7.4, location de machinerie pour 2016-2017, un dépôt et l'approbation des propositions reçues. En 8, en urbanisme et développement économique, 8.1, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 164 409 du cadastre du Québec situé au 43 rue J-Octave Bérubé. En 8.2, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 165 943 du cadastre du Québec situé au 94 avenue Gaétan-Chambault. En 8.3, ce point est reporté. En 9, en loisirs et culture, 9.1, semaine de la municipalité 2016, mérite municipal, catégorie citoyen. En 9.2, semaine de la municipalité 2016, mérite municipal, catégorie organisme à but non lucratif. Et le point 9.3 est lui aussi reporté. En 10, en demande de don et de commandite, une première en 10.1 du comité de la parade de Noël. Une seconde en 10.2 du tournoi néo-futsal. En 10.3, une troisième du cercle de fermières d'Amqui. Et en 10.4, une quatrième de la fête des guitares. En 11, représentation, congrès et formation. 11.1, journée de formation de la section Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-Madeleine de la COMAC ce 28 avril prochain à Rivière-du-Loup. En 11.2, le 29e colloque Les Arts et la Ville à Rimouski du 1er et 3 juin 2016. On reporte aussi ce point-là pour la prochaine séance. En 12, en affaires nouvelles, semaine de la municipalité des nominations de personnes. 13, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes, et en 14, période de commentaires des élus, et en 15, levé de séance. Qui propose cet ordre du jour? Siégé de proposer, vous êtes appuyé par M. Pierre Appuy. En 3, le procès verbal de la séance ordinaire du 4 avril dernier que vous avez reçu via courrier électronique. Vous en avez pris connaissance. Vous avez, est-ce qu'il est conforme? Si oui, bien, je prendrai une proposition pour son adoption. Alors, qui en fait la proposition? Proposé par Mme Diane et appuyé de M. Richard. En 4, une première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne qui a envie de nous interpeller ce soir, à ce point-là, tout au moins. En 5, nous allons en administration générale et la gestion financière, 5.1, la liste des comptes au 18 avril 2016. Alors, au niveau administratif, on vous a transmis une liste de 185 000 185 053,78 à l'intérieur de laquelle, en regroupement de dépenses, des dettes sur règlement d'emprunt pour 37 380. Au niveau de différents contrats de conciergerie de matières résiduelles pour le mois de mars, 35 490. 4 parts de service d'évaluation, premier versement de 4 pour 32 539. Transport de neige, 16 499. C'est la location de camions pour le transport de neige. Et on a des honoraires professionnels pour 15 682 et 51 dans différents dossiers. Attendez-moi un peu. On a de vérification comptable en tout pour 13 837 et 25, principalement. Donc, ça termine ma présentation. Question sur cette liste de comptes? Je n'en ai une, M. Fournier. Code part, évaluation 32 539 $. C'est fois combien durant l'année? En fait, le budget, le service d'évaluation, il est séparé, il me semble, en 3 ou en 4 divisions. Il y a la géomatique, il y a l'inspection des résidences sur une base annuelle. Puis ça, c'est 32 000, c'est le premier versement de 4. OK, merci. Je pense qu'il y a quelque part avec l'incendie et tout ça, on est proche d'1 million par année. Là. En tout? Oui. Plus que ça, 1,6 million. 1,6 million, oui. Environ. Fait que donc, on a une bonne partie des taxes de nos citoyens qui s'en vont pour ces quatre parts-là.
Donc, est-ce que c'est correct pour les questions? Oui. Est-ce que quelqu'un est prêt à proposer le paiement de ces factures? En fait, proposition. Monsieur Gilles proposer et qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. 5.2, État des revenus et dépenses en date du 31 mars 2015. Bon, en fait, il s'agit d'un processus qu'on fait à tous les 3 mois. Donc, en date du 31 mars 2016, c'est-à-dire 3 mois avant le début de la nouvelle année financière, on dépose un état des recettes et déboursées. Donc, en date du 31 mars, les recettes de la municipalité globale, c'est 17 071 sur un budget de 9 195 000. Donc, on parle d'un budget sur une base d'exercice. Donc, ça veut dire que l'ensemble des taxes qui ont été facturées, même s'ils ne sont pas toutes payées, sont toutes comptabilisées. C'est ça, la comptabilité d'exercice. Comparativement au 31 mars 2015, à 6 897 000. Bon, je n'irai pas au détail, je vais simplifier la présentation. Au niveau de l'ensemble des dépenses, au 31 mars 2016, il s'élève 2 058 357. Vous avez ça à la 3e page, comparativement à 2 116 863. Donc, et vous avez, il n'y a rien au moment où on se parle d'accords relativement importants. Vous avez le listing des immobilisations qui ont été budgétées, même les recettes et par le fonds de roulement également, qui totalise 514 000. Ça exclut évidemment les demandes d'aide financière qu'on a faites dans différents projets, notamment au niveau de la voirie au ministère des Transports du Québec. Donc, les chefs de service ont eu ces résultats-là. Ici, on a les détails, évidemment, de toutes ces recettes déboursées-là. On suit ça de façon constante. Donc, rien de particulier à signaler. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions, c'est pour dépôt. Oui. Somme à 5.3. Vente pour dépôt de paiement de taxes, nomination du représentant de la Ville d'Amqui. Oui, à la dernière réunion, en tout cas, pas la dernière réunion, ça fait la mi-mars, on a adopté une liste pour être transmis à la MRC et s'il reste des éléments qui n'ont pas été perçus via la perception qu'a fait la MRC avant la vente pour taxes, il faut que je sois désigné pour être présent à la rencontre pour pouvoir agir au nom de la municipalité jusqu'au montant des taxes municipales. Et le montant et la vente est toujours le 2e jeudi du mois de juin et cette année, ça va être le 9 juin 2016, donc il faudrait me désigner en conséquence. Jeudi à 10 h le matin. Qui propose, M. Noël-Fournier? M. Normand propose, appuyé de M. Égide. 5.4, règlement d'emprunt numéro 793-16 qui décrète une dépense et un emprunt au montant de 1 234 790 $ pour la réfection d'une première passe au camping d'Amqui. Un avis de motion à être donné ce soir. Oui, vous avez devant vous un projet de règlement qui sera adopté à la prochaine réunion, c'est-à-dire du début mai. En fait, qui décrète une dépense et un emprunt pour des travaux à être réalisés au camping municipal. Alors, considérant qu'il y a lieu de procéder à la réfection, je vais vous donner les grandes lignes du camping municipal de la Ville d'Amqui pour les motifs suivants. Le camping d'Amqui est acquis de la CEPAC le 14 juillet 1987. En fait, le camping ne répond plus adéquatement aux services de base requis en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et la desserte en électricité des installations. Donc, on a l'obligation de remettre ces éléments-là à niveau. L'alimentation en eau potable est assurée par un puits d'alimentation en eau souterraine qui était aménagé et exploité en 1972. Actuellement, l'eau présente une qualité non conforme aux normes et recommandations du règlement sur la qualité de l'eau potable. Afin de corriger de multiples problématiques, la construction d'un nouveau puits d'alimentation en eau potable est requise dans le secteur F du terrain. Donc, il y a eu des mandats de recherche en eau qui ont été effectués en 2014, des analyses qui ont été faites également en 2015. Et là, on a également en 2015, on était en appel d'offres des services professionnels pour choisir un ingénieur
qui était SNC-Lavalin, qui est en train de développer actuellement, de préparer les plans de vie. Et c'est eux qui nous ont fourni l'estimé qui est là actuellement, que vous avez. Également, le réseau de distribution électrique construit en 1972 et vétuste sur la très grande majorité des installations desservies, au même titre que l'entrée électrique principale, qui n'arrive plus à assurer le niveau de service requis aux nouvelles installations modernes des campeurs. D'autre part, afin d'améliorer son offre de service, la Ville d'Amqui envisage de servir 25 terrains du secteur F, c'est-à-dire dans le secteur où va être construite la nouvelle station d'alimentation en eau. C'est des terrains qui sont actuellement sans service. On va les desservir en eau potable et en électricité. Bon, évidemment, c'est toute l'importance et la notoriété du camping, tant au niveau touristique, économique, et la nécessité pour la Ville d'Amqui de remettre à niveau les 10 services de base. On avait un camping qui était coté 4 étoiles et à cause de l'alimentation en eau, on a notre 4 étoiles a baissé pour un 3. C'est ça. Considérant également que la construction d'un nouveau puits en eau potable est admissible à une aide financière dans le cadre du programme de taxe sur l'essence Canada-Québec. Et là, il faudrait déposer un avis de motion. En fait, l'avis de motion aujourd'hui concerne, vous avez un estimé au montant d'1 234 000 qui a été préparé par une firme d'ingénierie, SNC-Lavalin. Et on dit que à l'intérieur du règlement, que le montant maximal de la dépense, on décrète un emprunt du même montant. Évidemment, comme la taxe sur l'essence Canada-Québec est payée à tempérament, ça veut dire qu'on va emprunter le montant à la charge de la municipalité et un montant à la charge du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec ne paye pas comptant sa participation dans la taxe sur l'essence Canada-Québec. Le fédéral paye comptant, le gouvernement provincial paye à tempérament. La construction du puits d'alimentation en eau potable, là, du secteur, excluant la recherche en eau, on a un estimé taxe nette avec honoraire, ça va représenter environ 410 000 $. Évidemment, ça, c'est à base des coûts estimés. On va le voir, dans le fond, sur le montant total du règlement. Il y a 400 000 qu'on va aller chercher en aide financière pour, évidemment, c'est des coûts réels qui vont déterminer la somme réelle. Donc, quand on fait un règlement d'emprunt, c'est comme une hypothèque. On va se chercher une autorisation d'emprunt, on effectue nos travaux et après ça, on va emprunter le montant requis, le coût réel des travaux. On n'emprunte pas pour des argents dont on n'a pas besoin. Évidemment, vous avez l'estimé qui est joint par SNC-Lavalin, qui est détaillé pour chacun des items des travaux requis. Ce qui est visé actuellement également, considérant que c'est un réseau d'aqueducs et d'égouts, il y a une demande d'autorisation, de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement qui est déjà acheminé au ministère de l'Environnement. Parallèlement à ça, ce qui est visé, c'est un début des travaux à la fin des saisons d'exploitation du camping, c'est-à-dire à partir du 6 septembre. On souhaite que l'ensemble des travaux soient réalisés au cours de l'automne 2016. On va pouvoir se garder du temps au début de l'année 2017 au cas où que l'ensemble des travaux n'aura pas été réalisés en entier. Donc, c'est ça. Donc, on va revenir évidemment à l'intérieur de la prochaine séance pour l'adoption du règlement d'emprunt. Questions ou commentaires sur ce règlement d'emprunt? Projet de règlement d'emprunt. Quelqu'un est prêt à donner avis de motion? Je vais donner avis de motion. Madame Diane donne avis de motion. « 5.5 Responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. » La désignation du responsable de la Ville d'Amqui. Oui, donc la Ville d'Amqui était assujettie à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. Donc, il faut nommer un responsable pour ça. Normalement, c'était le greffier, puis le changement avait tout simplement pas été fait là, depuis mon entrée en fonction. Donc, c'est pour me désigner responsable de l'accès à l'information et des renseignements personnels. Quelqu'un a fait la proposition. M. Pierre proposé. Qui vous appuie? M. Richard vous appuie. En 6, en ressources humaines. En 6.1, une entente entre le syndicat et la Ville d'Amqui pour
une lettre d'entente numéro 2016-01. Bon. En fait, les points suivants, pour plusieurs des points suivants, ça fait suite à de nombreuses discussions que la Ville et ses représentants ont eues avec les représentants du syndicat. Concernant le point 6.1, la lettre d'entente, concernant la lettre d'entente numéro 2016-01, c'est qu'on a fait un examen interne, on a comparé en collaboration avec les membres du syndicat et en collaboration avec notre consultant, en fonction du plan d'évaluation des emplois, l'ensemble des tâches des employés de la voirie municipale. On a comparé ces postes-là entre eux, au niveau du pointage, etc. Et on a fait des rencontres également avec le comité élargi de ressources humaines qui est composé de M. Damour et de M. le maire. Et on a eu des rencontres avec le syndicat et on s'est entendu pour vous proposer ces deux lettres d'entente-là. En fait, il y en a trois, là, mais la première désigne en fait l'emploi de mécanicien opérateur au niveau du pointage. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir le même taux salarial que l'école bleue classe 1. Bon, il y a une différence actuellement. Là, le mécanicien opérateur en 2016 de 25 et 48, alors que le col bleu classe 1, disons que lorsqu'un employé a atteint l'ensemble de ses niveaux, parce qu'il commence, il y a 6 ou 7 échelons, à plein échelon, le col bleu classe 1 est à 26 et 52. Donc, ce qui est recommandé, c'est que d'octroyer le même salaire à l'emploi de mécanicien opérateur que celui du col bleu classe 1. Sans entrer dans les détails exhaustifs, là. Quelqu'un est prêt après la proposition d'accepter cette lettre d'entente? J'en fais proposition. M. Gilles, vous proposez qu'il vous êtes appuyé par M. Pierre. 6.2, une autre entente entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, concernant la lettre 2016-002. Ça concerne l'ajustement du poste de col bleu classe 2. Évidemment, on doit se fier au système du plan d'évaluation des emplois, c'est-à-dire le système de pointage. Et c'est ça qui vient déterminer sur la droite, parce qu'on est en équité salariale sur l'ensemble de nos postes. C'est ça qui vient déterminer, le pointage vient déterminer le niveau salarial. Et pour le col bleu classe 2, ce qui vous est proposé, c'est un réajustement de 40 sous, c'est-à-dire le même taux horaire applicable au préposé d'aqueduc et égout qui est 23,82. Donc, c'est un réajustement de 40 cents. Là. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? M. Normand proposé. Richard. Vous proposez, Richard, M. Richard, vous appuyez? Oui. D'accord. 6.3, acceptation de l'interprétation de l'article 1107 de la convention collective entre la Ville d'Amqui et le syndicat de la fonction publique, section locale 1142. C'est que, en fait, au fil des discussions avec certains de nos employés et avec le syndicat, on a convenu que c'était requis de donner un éclaircissement à l'article 1107 qui parle, entre autres, des promotions et mutations. Et l'article dit, pour tous les emplois, l'ancienneté est le facteur déterminant dans les cas de promotion, mutation, rétrogradation, en autant que la personne salariée puisse remplir les exigences normales de l'emploi. Donc, ça, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a des gens, quand on parle d'ancienneté, on parle également de qualification. Et à l'intérieur du plan d'évaluation des emplois, par exemple, quelqu'un qui col bleu classe 1, si par exemple, on demandait 2000 heures, il fallait que l'employé qui applique, c'est pas tout d'avoir la carte pour être en mesure de conduire cette machinerie-là, il faut également avoir l'expérience, le nombre d'heures requis. Donc, on est venu préciser ça avec le syndicat parce qu'il y a des employés qui ne comprenaient pas, qui disaient, bon, regarde, j'ai l'ancienneté, si je vais chercher mes cartes, je vais être capable. Nous, en fait, évidemment, ce qu'on défend là-dedans, c'est que, exemple, on a acheté une niveleuse et pas de niveleuse, mais un loader, juste comme exemple, et une souffleuse, ça a coûté 500 000 $, un peu plus, avec 2 rattes, 540 000 $.
Donc, ce qu'on dit, nous, on est en droit, lorsqu'on fait l'embauche de personnes, de mettre des gens qui, on n'est pas là pour faire l'école, mais dans le fond, l'objectif, c'est de s'assurer que les gens qui vont conduire ces machines-là vont avoir la formation et l'expérience requise. Donc, c'est dans cet esprit-là. Il y a eu, faisant suite à nos rencontres, il y a eu des rencontres avec il y a eu une assemblée générale des employés, en fait, où les gens ont discuté de ça. Et je pense que c'est venu remettre les pendules à l'heure. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'accepter que ce soit inclus, en fait, à la Convention, que cette précision-là d'interprétation de l'article 1107. Eh bien, quelqu'un fait la proposition? Proposé par M. Richard et vous êtes appuyé par Mme Diane vous appuie. 6.4, l'attribution du col bleu, col bleu, classe 1, annuel, temps plein, à M. Patrice Thibault. Bon, ça, on est toujours dans le même secteur des travaux publics et, dans le fond, avec la retraite de M. Yvon Raté, lui qui était détenteur d'un 6 mois d'hiver, ce 6 mois d'hiver-là, ensuite un affichage interne, c'est M. Martel qui l'a eu. Donc, le poste que lui avait auparavant a été laissé vacant. Et de sorte que on a une recommandation d'embauche qui est de M. Patrice Thibault qui a plus de 3 ans d'ancienneté et qui possède les qualifications requises pour occuper le poste de col bleu classe 1. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. Gilles proposé, vous êtes appuyé par M. Normand. 6.5, attribution du remplacement temporaire de M. Gabriel Saint-Laurent à M. Fernando Lapointe, un poste de journalier. Bon, on passe d'un remplacement temporaire, là, une période minimale de 2 semaines. Je ne sais pas si ça a fait 3 semaines la semaine passée, mais rendu aujourd'hui, on était à 2. Donc, d'attribuer le remplacement à M. Fernando Lapointe. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Propose. M. Richard proposé, vous êtes appuyé par Mme Diane. En 6.6, l'embauche de M. Tommy Gontier à titre de coordonnateur au camp de jour du service des loisirs. Moi, je peux y aller. Tu peux y aller, Jonathan, il n'y a pas de problème, c'est son secteur aussi. Donc, on a le 6.6 et 6.7 concernant le terrain de jeu. Donc, dans le 6.6, on a M. Tommy Gontier à titre de coordonnateur en tant que au niveau du terrain de jeu, et on a M. Jonathan Couturier à titre de moniteur. Donc, il participera aussi à l'embauche des autres moniteurs, car c'est un moniteur qui ça fait longtemps qu'il était avec nous. Donc, les entrevues, on a changé un petit peu la structure au niveau du camp de jour pour les inscriptions. Donc, on veut savoir avant de prendre les inscriptions le nombre de moniteurs qu'on va pouvoir avoir pour accueillir le nombre de gens prévus. Donc, c'est pour ça que les embauches sont faites à ce moment-ci. Donc, on a reçu déjà les autres CV pour les autres moniteurs. Donc, ça va venir dans une séance subséquente. Donc, M. Tommy Gontier, nous prévoyons son début d'entrée le 25 avril jusqu'au 19 août, selon le budget qu'on vous a déjà fourni. Et M. Jonathan Couturier, du 30 avril au 12 août. Au niveau du mois en début d'emploi, M. Jonathan Couturier aura une charge à temps partiel pour le début de la saison, juste pour préparer. Donc, il ne sera pas à temps plein. Mais moi, j'aurais une petite question. Les années d'avant, c'était M. Couturier qui faisait ça? M. Couturier était au niveau coordonnateur l'année dernière à ce titre-là, mais il avait un superviseur qui était le responsable à la culture et au tourisme dans le passé. Donc, ce poste n'est plus présent dans notre organisation. Donc, le coordonnateur a ramassé cette charge-là et la personne qui était dans ce chargé de projet-là était M. Tommy Gontier. Donc, selon les évaluations qui ont été faites au niveau de la fin de l'été 2015, nous avons procédé à cette nomination-là. Alors, si on comprend bien, alors on a deux nominations à faire. M. Tommy Gontier au poste de coordonnateur du 4 jours et de M. Jonathan Couturier à titre de moniteur de ce même 4 jours. Alors, on peut prendre un proposeur et un appuyeur pour ces deux candidats. Qui est prêt à le faire? Je propose. M. Normand propose et vous êtes appuyé de M. Richard. Nous allons à 7. Travaux publics et hygiène du milieu. 7.1. Plan d'intervention
Aux réinspections de conduite et de chaussée, un mandat pour donner un appel d'offres à recevoir du service de génie de la MRC de Matapédia. Oui, c'est ça. Ça va être un appel d'offres. C'est seulement pour l'inspection de conduite et non de chaussée. Selon le plan d'intervention, la Ville a l'obligation d'inspecter 100% des conduites âgées de 40 ans et plus sur son réseau, qui est sanitaire et pluvial. Donc, en 2010, il y en a en 2015, il y en a 10% qui ont été inspectés. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les montants qu'on a de la TEC, pour investir dans les réparations du réseau d'aqueduc et d'égouts, il faut obligatoirement avoir inspecté les conduites avant, pour ne pas faire des travaux sur des conduites qui n'ont pas besoin ou faire des travaux ou passer à côté des travaux qui seraient vraiment obligatoires. Donc, la MRC, ce qu'il nous propose, ce serait d'inspecter 30% des conduites cette année. Donc, ce qui nous permettrait de faire notre plan d'intervention pour les 3 prochaines années à venir. Ces inspections-là sont éligibles dans la TEC. Donc, si on fait notre 30% tout de suite, de toute façon, il faut faire 100% dans 10 ans. Donc, on serait rendu à 40% du réseau inspecté. Mais ça nous permettrait d'investir nos montants qu'on a pour la TEC tout de suite, là, pour faire finir en 2018. Donc, on aurait 2016, 2017 et 2018. C'est pour ça le 30%. Alors, qui fait la proposition? Monsieur Égide, proposer. Et qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. Vous avez une question? Oui, je vais appuyer, mais je veux bien comprendre. C'est que dans le fond, ce soir, on donne un mandat, on va connaître le coût, puis on va confier le mandat. Est-ce que ça se fait en 2 temps ou... Mais c'est un appel d'offres, là. C'est l'appel d'offres. C'est Donc, le c'est un mandat appel pour aller d'offres. en appel d'offres. Donc, on va revenir au 2 mai, par exemple, en disant oui ou non, on accepte en fonction de la valeur du... Oui. Merci. D'accord. Donc, ce point-là a été traité. Et 7.2. Règlement 794-16 qui concerne le surveillant devant une souffleuse à neige. Un avis de motion à être donné. Oui, par les années passées, on avait un surveillant qui pouvait aller en avant de la souffleuse, même quand on était dans les zones commerciales de la ville, dans des zones de 50 km/h et moins. Le Code de la sécurité routière interdit cette pratique-là. Donc, la ville le faisait, mais sans savoir qu'il était Autorisé. pas aux normes. Donc, on a eu des séances d'information, puis depuis 2 ou 3 ans, là, le surveillant est toujours à pied en avant de la souffleuse dans les zones de 50 km/h et moins, dans des secteurs résidentiels. Un secteur résidentiel, s'il y a une maison considérée résidentielle. Donc, c'est ce qui fait que le 132, nous, on le faisait à pied, mais dans le fond, on n'avait pas le droit. Avec le MTQ, il est possible de faire un règlement à l'interne, puis d'autoriser le surveillant à être en voiture, mais ça prend des critères bien précis, dont l'arrêt d'urgence à distance. Ça fait que le surveillant pourrait être dans une camionnette en avant avec des flèches, avec tout ce que ça prend comme signalisation, mais ça prend l'arrêt d'urgence. Avec ce critère-là, on est à peu près sûr que le règlement va passer et qu'on va être accordé. Sauf qu'il faut quand même présenter le règlement. Donc, ce qu'on dit ici, l'avis de motion est donné par un conseiller ou conseillère voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement visant à autoriser le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d'un véhicule routier sur certaines sections du boulevard Saint-Benoît Est et Ouest. C'est une partie de la rue du Pont, la rue Gagnon des Biens, l'avenue du Parc, où la limite de vitesse est 50 km/h et moins, telle que sera délimitée par le règlement. Aussi, il faut savoir que c'est avant 7 heures le matin. Donc, c'est avant la circulation ou le monde, les piétons. Donc, tu sais, pour mettre en cause ou mettre en danger un peu les petits jeunes ou les étudiants qui vont aller à l'école. Donc, c'est une limite de temps bien précis, c'est entre 4 heures, parce que les travaux de déneigement débutent habituellement vers 4 heures, mais on ne peut pas dépasser 7 heures le matin dans ce règlement. OK, pour le bénéfice des gens qui écoutent, là, arrêt d'urgence, ça signifie quoi, là? L'arrêt d'urgence, ça signifie que si le surveillant en avant, il décèle un problème qui pourrait arriver, puis que l'opérateur de la souffleuse, lui, le voit pas parce qu'il est en train de charger le camion puis il regarde de côté,
La personne en avant, le surveillant, il pèse sur le bouton, puis la souffleuse s'arrête instantanément. Ah, il y a un contrôle sur la souffleuse. Oui. Ouais. OK. C'est sans fil, c'est un bouton qui traîne tout le temps sur lui. Ils l'ont essayé cet hiver et ça marche. Ça marche. Ouais. OK. Ouais, c'est sur notre, Ça, nou- c'est- c'est sur notre nouvelle souffleuse seulement. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été acheté là, au mois de décembre. La nouvelle technologie Oui. est arrivée à la ville de Bouy. Alors, qui donne un avis de motion? Monsieur Gilles, vous donnez avis de motion. On avait parlé avec M. Deschênes, celui qui était avant vous, et il tenait à ça, lui-ci. Parce que c'était, au point de vue sécurité, même qu'il soit à pied ou dans le camion, c'est tout ce qui se passe que le conducteur, l'opérateur de la machine ne voit pas, lui, il est là puis il le voit. Ah, c'est une deuxième, Ouais, c'est ça. une deuxième précaution. Ça ne coûtait pas une fortune non plus, là. Une fortune, on parle d'un million, un million. Ah oui, non. OK, d'en avoir sur au moins une de nos souffleuses, c'est déjà un plus. Oui, puis c'est elle qu'on sert là, pour faire le déneigement en ville. Là. OK. Dans les périodes de ramassage, dans les opérations de ramassage. 7.3, appel d'offres sur invitation pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et stations de pompage. Adjudication du contrat. Oui, ça, c'est une demande de prix qu'on fait à tous les ans. Là, c'est 3 nettoyages par année. C'est pour des secteurs de la ville qu'on sait qui sont un petit peu plus à problème, là, où il y a des pentes plus ou moins fortes, qui n'ont pas été capables de corriger, là, qui n'ont pas été capables de corriger lors des travaux antérieurs, c'est-à-dire. Donc, on a une petite partie de la rue, tout ce qui est la place Georges-Étienne Guérette, une petite partie sur la rue du Parc, puis proche de la station SP2 Saint-Benoît-Est. C'est proche, en face de chez l'ancien M. Ruel, là, mais Ruel? Ruel, Ou Villeneuve. Amco Alignement. Donc, on a eu deux entreprises ont été invitées, Veolia et Sanimanic. Après analyse des soumissions reçues, nous vous recommandons d'accepter l'offre de Sanimanic au montant de 4 799,64 taxes incluses. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Proposé, M. Richard, qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. 7.4, location de machinerie pour la saison 2016-2017, un dépôt et de l'approbation des propositions reçues. C'est une demande de prix qu'on fait là, aux entrepreneurs locaux pour la location de machinerie que la ville n'a pas. Donc, c'est tout ce qui est les pelles, foreuses, les camions qu'on loue pour le transport de neige l'hiver qu'on a besoin, compacteurs, les tracteurs, ça fait que c'est tout, c'est un peu tout cette grosse machinerie-là. Donc, les entreprises qui ont été invitées cette année, là, il y a l'entreprise Michaud, Transport Jacques Couturier, Excavation Rio, Gérald Sirois, Roland Poulon, Daniel Berubé, et il y avait aussi M. Raymond Poulon qui n'a pas répondu aux soumissions. Donc, j'ai inscrit tous les montants là, vis-à-vis chaque soumissionnaire. Nous, quand on a à faire appel à une machinerie, ben, on regarde tout le temps le taux le plus bas dans la grille, puis on y va avec ce soumissionnaire-là. C'est des taux semblables là, d'année en année. S'il n'est pas disponible, vous allez au second plus bas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui fait la proposition d'acceptation de cette offre ou c'est un dépôt? C'est un dépôt ou il faut approuver? Ben, il faut approuver, oui. Quelqu'un fait une proposition pour approuver ces offres de service? M. Gilles, proposé. Qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. Nous sommes en urbanisme. En 8.1, une première demande de dérogation mineure concernant le lot 3 164 409 du Canada du Québec situé au 43 rue J-Octave Berubé. OK. Est-ce que tout le monde a pris le temps de lire a eu le temps de lire les considérants? Parce que j'en ai plusieurs à énumérer. Oui, allez-y, M. Pierre. Dans les faits, les considérants apparaîtraient davantage dans le procès-verbal que dans le document qui a été reçu. Donc, ça supposait une lecture du procès-verbal qui était transmis par voie électronique. Oui, donc je peux être dispensé. Oui. En résumé, pour tout ce qu'il y a dans ce dossier-là,
Monsieur Pierre, vous siégez, vous me direz s'il manque des éléments qui sont saillants. Je vais essayer de le résumer du mieux que je peux. C'est qu'on se retrouve avec une demande d'installer en façade d'un bâtiment un carport. Et dans notre réglementation, c'est défendu. C'est pas permis, mais ce terrain-là n'a pas d'autre espace en latéral ou en arrière, de côté, pour installer un carport. Donc, c'est pour ça que on l'a reçu pareil, puis malgré que c'était non recevable au départ, le demandeur tenait à ce qu'il y ait un débat qui se rende jusqu'au conseil municipal. Voilà pourquoi que c'est rendu ici, là. Donc, et puis, la grosse problématique qu'on avait dans ça, c'est que le carport installé en avant était très grand et débordait sur l'emprise de la ville d'Amqui. On fait des efforts pour y réduire, mais à un moment donné, il n'y a plus d'espace pour réduire. On se retrouve comme dans un cul-de-sac avec ça, ce carport-là. Donc, mais le promoteur tenait à ce que vous soyez au fait de ces éléments-là. Et puis, ce qui s'en sort au niveau de la consultation qui a été faite au comité consultatif d'urbanisme, c'est de ne pas accepter la demande de dérogation mineure que ça entraîne, parce que le CCU jugeait aussi que ça n'était pas mineur. C'était vraiment majeur, cette dérogation-là, parce qu'en partant, elle n'était pas recevable du fait qu'il n'y avait pas de... notre règlement ne permet pas d'installer des carports en façade d'une maison. Mais là, dû à la contrainte de la maison, qui n'avait pas les marges nécessaires, c'est pour ça que ça s'est rendu jusqu'à ici. Mais la recommandation qu'on a au niveau du CCU, c'est de ne pas accepter cette demande-là. Pierre, vous voulez commenter? Je peux commenter dans la mesure où, en complémentaire, CCU aurait pu considérer qu'il en faisait une dérogation mineure, ou même le point de vue du CCU aurait pu être d'une dérogation mineure, puis que le conseil, d'une dérogation majeure, puis que le conseil décide que c'est une dérogation mineure. Toutefois, il y a une jurisprudence qui vient définir que les dérogations mineures ont leurs limites. Alors, même s'il y avait une décision positive et favorable en ce sens-là, il reste que d'entrée de jeu, il était clair qu'il s'agissait là d'une dérogation mineure et voilà, je pense que... Pardon, oui, merci, majeur. Et le CCU a fait correctement son travail. Il y a une série de considérants qui apparaît au procès-verbal. Et je pense qu'il y aura une correspondance auquel sera impliqué également le greffier pour s'assurer que l'ensemble des considérants vont être transmis au demandeur. Mais moi, je peux faire la proposition de rejeter, considérant qu'il s'agit bel et bien d'une dérogation majeure. Alors, proposé par M. Pierre, et qui vous appuie? M. Égide vous appuie. Une seconde dérogation mineure, demande de dérogation mineure au point 8.2 concernant le lot 3 165 943 du Cadastre du Québec situé au 94 avenue Gaétan-Archambault. Oui, c'est le même encore demande que je vous fais de me dispenser de toute la lecture des considérants parce qu'il y en a eu plusieurs dans ce dossier-là. Je vais m'en tenir à... Si vous me l'accordez, cette dispense-là, parce que du fait que vous l'avez eu au procès-verbal. Oui, à moins que vous vouliez résumer, là. Oui. C'est parce que dans ce dossier-là, c'était un 4 logements. Là, grosso modo, on en fait une tolérance dans ce dossier-là parce que les éléments étaient en place, là, puis on vous demande d'accepter cette demande de dérogation. C'est une dérogation mineure qui vise à rendre conformes les non-conformités de cet immeuble en référence au certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre, d'informer le propriétaire de cet immeuble que la municipalité n'a pas l'intention d'exiger le respect de la réglementation d'urbanisme concernant l'existence de 4 logements dans ce bâtiment résidentiel, que cet immeuble demeure soumis aux dispositions du chapitre 16 du règlement de zonage 613-05, traitant des constructions et des usages dérogatoires. Donc, dans le jugement, dans l'analyse que le CCU a fait de ce dossier-là, il y avait place pour cette tolérance-là au niveau de ce bâtiment-là. Ouais. On a cet pouvoir discrétionnaire d'être capable d'avoir une tolérance. Et puis c'est ce que le CCU recommande dans ce dossier-là. OK. Puis c'est pas un changement physique de l'empreinte au sol par un agrandissement. Non. C'est tout simplement une réutilisation
En tout cas, plus juste de l'espace disponible d'un bâtiment qui est déjà connu dans le passé, déjà 4 logements. Monsieur Pierre, allez-y, un complémentaire. Dans le cas de ce dossier-là, on parle bien de celui là, sur l'avenue Aguetard-Chabot. Oui, là. exactement. C'est pas l'autre qui est OK. en cause, qui ne sera pas traité ce soir. Donc, c'est bien une situation où on a quelque chose qui fait référence à une situation déjà existante. Il s'agit d'un certain nombre d'éléments en dérogation mineure, mais je pense que M. Antonin l'a bien exprimé. Là, il s'agit d'une tolérance. Et je pense que c'est dans le cas là, de confirmer une transaction financière. Sur Exactement, c'est l'immeuble. ouais, exactement. Donc, ce n'est pas des nouveaux travaux à réaliser, c'est davantage de confirmer la réalité d'une bâtisse qui a été construite. Je n'ai pas l'année, j'ai cherché l'année, il y a des problèmes de procès-verbal, mais une quarantaine d'années déjà. Là, Oui, c'est en 84. Puis on manque d'informations pour, tu sais, on tombe dans une zone grise au niveau de l'analyse de ça. Bon, mais c'est pour ça que la tolérance, elle s'installe, là. Puis c'était la réglementation en vigueur en 1984, Oui. là, qui est en référence. On est dans des situations considérées par le CCU comme étant des situations de dérogation mineure, avec un élément de tolérance là, par rapport aux 4 unités. Est-ce que vous en êtes le proposant? Je peux le faire. Oui, alors vous êtes le proposeur, M. Pierre, et qui vous appuie? M. Normand vous appuie. Le bâtiment sur la rue Roy, là, c'était pas là. Non, il a été réglé. OK. Donc, le point 8.3 a été reporté. Nous sommes en loisirs et culture 9.1, semaine de la municipalité 2016, la désignation dans la catégorie citoyen d'une personne pour le mérite municipal. On soumette cette candidature-là au mérite municipal qui s'en vient. Les points ont été reportés, M. Ray. Le point aussi a été reporté? Les 9.1, 9.2, 9.3 ont été reportés. Ah, OK. Tantôt, j'ai mentionné juste 9.3. Donc, ce point-là est tout reporté. Nous allons donc en 10, demande de dons et de commandites. Madame Diane. Donc, avec une première demande qui nous vient du comité de la parade de Noël. Le comité de la parade de Noël et de la SODAM sollicite la ville d'Amqui afin d'obtenir un don de 1 500 $ permettant l'achat de costumes et décorations pour la fabrication des chars allégoriques, ainsi que du matériel supplémentaire pour le bon fonctionnement de l'événement. Le comité vise plus de 3 000 spectateurs et plus de 150 participants à sa prochaine parade. Après l'analyse de la demande, tous les membres du comité conviennent de recommander au conseil municipal le versement d'un don de 1 000 $ tel que prévu au budget des dons. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? J'appuie Normand et je propose en même temps, et vice-versa. Et j'appuie Normand et... OK, donc ça serait unanime, mais on va prendre quelqu'un qui propose. Alors, on va prendre la proposition de M. Normand et appui de M. Richard. La deuxième demande? Oui. L'organisation du tournoi néo-futsal demande à la ville d'Amqui la gratuité de l'aréna pour la 6e édition du tournoi de soccer qui aura lieu du 27 au 29 mai 2016 à l'aréna d'Amqui. Le tournoi rejoint environ 200 participants, principalement âgés entre 20 à 30 ans. Donc, après discussion, les membres du comité recommandent d'offrir la gratuité de l'aréna pour la fin de semaine du 27 au 29 mai 2016. Quelqu'un en fait la proposition? M. Gilles, vous proposez qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. Une troisième demande. Le Cercle de fermières d'Amqui sollicite la ville d'Amqui afin d'obtenir un don, afin de payer en tout ou en partie la location de leurs 2 salles situées au sous-sol de la salle communautaire d'Amqui. Les membres du comité d'analyse des dons conviennent de recommander d'accorder un montant de 615 $ afin d'aider l'organisme à défrayer une partie du coût de location des locaux. Quelqu'un en fait la proposition? M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand. Donc, une dernière demande pour ce soir. La Fête des guitares sollicite la ville d'Amqui afin d'obtenir un don de 1 000 $ pour la 10e édition de la Fête des guitares qui aura lieu du 11 au 14 août 2016 au Lac-au-Saumon. Tel que prévu au budget des dons,
les membres du comité d'analyse recommandent au conseil municipal d'accorder une somme de 300 $ au comité de la fête des guitares. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Monsieur Pierre Proposé, qui vous appuie? Monsieur Égide vous appuie. Nous sommes au point 11, représentation, congrès et formation. 11.1, une journée de formation de la section Bas-Laurentienne, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, de la COMAC, ce 28 avril prochain à Rivière-du-Loup. C'est pas. Ce serait pour me déléguer, moi et ou Julien. On n'est pas sûr d'y aller encore, mais c'est comme l'Assemblée générale de la section 4 de la Corporation de Bois-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, on a eu même un rappel d'y participer. Fait que, probablement qu'il y en aura un de nos deux qui ira, là. Donc, c'est jeudi le 28 avril à Rivière-du-Loup. D'accord. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Proposé par Mme Diane, qui vous appuie? M. Richard vous appuie. Le 11.2 a été reporté à la prochaine séance. En 12, en affaires nouvelles, nous avons la semaine de la municipalité qui s'en vient. Et nous aurions une nomination à faire. C'est reporté aussi? Bravo. Donc, c'est pas d'affaires nouvelles. On a joué avec les points et on a reporté une coupe. C'est parce qu'on trouvait que la séance allait être trop longue ce soir. Alors, nous avons une seconde période de questions, si jamais il y a des gens ici qui aimeraient intervenir sur quelques sujets que ce soit. Je fais le constat que tout le monde est bien sage ce soir là-dessus. 14, nous avons un point qui permet aux élus de faire des commentaires. Parce qu'il y a des membres du conseil qui aimeraient faire des commentaires. Monsieur Pierre. Peut-être davantage une invitation, puis peut-être que M. Jonathan pourra donner un petit peu plus d'informations. Alors, samedi le 28 mai, courton marathon en équipe. Alors, un événement peu dispendieux, rassembleur familial, bref, la 3e édition. Une invitation à courir ou à marcher en équipe de 10 à 15. Donc, c'est samedi le 28 mai, un événement, puis je n'ai pas tous les chiffres, probablement que Jonathan, je refilerai le micro, mais simplement lancer une invitation. Il y a déjà une équipe d'inscrits du côté de la ville. On souhaite qu'il y en ait peut-être 2, alors je vais laisser Jonathan. On voit au niveau que la ville, on est intéressé au niveau des employés et de la famille, donc on aura peut-être une 2e équipe cette année. On est très heureux. C'est une activité faite au niveau des saines habitudes de vie, donc c'est pour faire bouger les gens dans la communauté à peu de frais, et en plus de tout ça, c'est quand même quelque chose qui nous permet de faire du développement social à ce niveau-là. Donc, on a c'est pour ramasser des fonds au niveau de l'assaut de la route, donc des jeunes qui vont parcourir avec Pierre Lavoie différents parcours, tant en vélo ou à la course. Donc, ça a été conçu pour permettre à nos jeunes, entre autres, de dispenser les coûts qu'un autobus obligatoire pour la tenue de ces événements-là. Donc, c'est fait pour ramasser ça. Et par la même occasion, on remet $1 à la Fondation Enfants Soleil, donc c'est au profit d'Enfants Soleil. Puis aussi, tous les produits qui sont vendus, on remet un certain montant aussi à Enfants Soleil. Donc, on invite toute la population à venir marcher ou courir, comme M. Damour a mentionné. Donc, on vous attend. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de la Commission scolaire des Monts-et-Marais, sous l'école Armand-Saint-Onge, l'école secondaire. Et ceux qui n'auraient pas Internet, ils font quoi? Ils peuvent toujours nous rejoindre. Normalement, tout le processus est fait par les voies Internet, mais il y a tout le temps une façon de s'organiser pour faire la démarche par la suite, si c'est difficile pour certaines personnes. Ils peuvent nous communiquer directement au service. Est-ce que vous avez un objectif de participation que vous désirez atteindre cette année? On ne se met pas d'objectif parce qu'on est étonnamment surpris à chaque année. Ça montre, on a doublé les deux. La première année, on a doublé nos objectifs. La deuxième année, encore une fois, on a dépassé ce qu'on s'attendait. On a décidé d'arrêter de se mettre des objectifs sur cet événement-là, car on rejoint de plus en plus de gens, et ce qu'on retrouve beaucoup impressionnant, c'est des gens qui ne font pas nécessairement de l'activité physique normalement. Donc, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Des gens qu'on voit pas nécessairement courir ou marcher dans leur quotidien, qui peuvent participer à cet événement-là, d'où la portée populationnelle qu'elle a. Donc,
Mais on peut certainement dire que ça l'a amené des gens, par contre, à pratiquer l'activité sportive. Il y a des gens qui se sont préparés pour l'événement, puis ont gardé l'habitude de partir à marcher ou à faire un petit peu de jogging. Donc, l'événement, les gens s'y préparent et par la suite, le goût s'est donné aux gens de poursuivre des activités, des pratiques sportives. Exactement, on est là pour ça. J'imagine que c'est ouvert à tous les matapédiens. Oui, et à la limite à tout le monde qui... C'est ouvert, on a des gens qui viennent... participer à ça. Oui, on a des gens de Montjoly, il y a des équipes qui descendent un peu partout, donc on a une grande portée. Bon, alors, ça prend de l'ampleur, c'est le cas de le dire. Fait qu'on félicite tous les organisateurs et organisatrices qui contribuent et les participants et participantes. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui aimeraient intervenir, M. Normand? Moi, j'aurais intervenir. La semaine passée, il y avait le championnat régional ici dans la vallée qui se passait. Les ambassadeurs puis ont gagné. Ils vont représenter l'Amqui et la vallée au championnat provincial à Québec. Ça fait que c'était une motion, je voulais les féliciter. Joueurs, entraîneurs, parents et tout l'encadrement et leur souhaiter la meilleure des chances pour le championnat provincial. Là, c'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais est-ce que vous voulez que ça soit inscrit et en faire une motion officielle? Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez la prendre? En point d'hiver, motion pour notre équipe ambassadeur PIWI qui regroupe des joueurs un peu partout de la vallée. Un peu partout de la vallée, oui, effectivement. Puis, bravo à toute l'équipe, tous les joueurs, les parents qui supportent, les entraîneurs. Et on leur souhaite bonne chance dans leur démarche. Ou peut-être aller chercher... on leur donnera une motion de félicitations à leur retour pour... on va être certain qu'ils vont revenir quelque chose. Déjà là, l'expérience est extraordinaire, mais j'ai vraiment confiance en elle. Ils n'ont pas pris de rien là, pour les booster. Là, hein? Ils sont légaux. Ils sont légaux. OK. D'autres aimeraient intervenir? Moi, j'aimerais peut-être intervenir parce qu'en fin de semaine, soit le 22, 23, 24, Amqui accueille le championnat provincial scolaire de badminton, où l'organisateur en chef est M. Claude Lavoie. C'est une grosse compétition, c'est provincial. Alors, les meilleurs athlètes de badminton au niveau scolaire, dans le fond, ça mobilise 385 joueurs, plus les entraîneurs, parents, accompagnateurs. Il s'agit d'une première pour Amqui qui n'a jamais accueilli le championnat provincial de badminton. Le comité mise sur une qualité d'organisation afin que l'événement revienne sur une base régulière dans la Matapédia. Le championnat provincial scolaire se promène souvent entre Drummondville et Chicoutimi. On veut embarquer dans la rotation afin de devenir un pôle de badminton scolaire, indique le directeur technique pour le championnat provincial et entraîneur-chef de l'équipe badminton Amqui, Claude Lavoie. Alors, le public est invité, là, ça se déroule à Amqui, l'Arena, à Sébec, Polyvalence, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, le public est invité à aller voir ça. Il y a du moineau qui va se promener là. Je vous jure que ça va être joli à voir. Quand même, c'est un sport où il demande de je ne sais pas comment le préciser, là, mais de la dextérité ou de la souplesse, c'est ça. Alors, j'invente rien, ça a apparu dans l'avant-poste, alors ceux qui n'ont pas eu la chance de le lire, alors l'invitation est lancée, là, c'est une belle activité qui va avoir lieu toute la fin de semaine. Alors, effectivement, allons-y voir. Effectivement, c'est une première pour la Matapédia, ça devient possible parce que les autres municipalités interpellées, puis ça prend plusieurs plateaux pour jouer sur plusieurs plateaux, même s'il y a une partie qui va se faire à l'intérieur de l'aréna. Il semblerait que ce serait une première, les tournois, quand ils se tenaient aux deux endroits que vous avez mentionnés, ils n'allaient pas en aréna avec ce tournoi-là. Mais ici, à Amqui, ils vont commencer à faire ça en aréna. Et ça se peut effectivement que l'organisation est prête et on sait que nos gens sont capables de bien recevoir. Et ils vont bien les recevoir. Et je serai à l'ouverture à la salle Jean Cossette vendredi soir. Et je tiens à féliciter M. Lavoie, M. Bond et tous les gens qui ont travaillé autour de ça, convaincre l'organisation de venir tenir cet événement-là à Amqui, parce que quand on parle des 14 régions du Québec au niveau du sport, ça veut dire des gens aussi loin que l'Abitibi profonde, là, comme on va dire. Là.
Ça veut dire du chemin en autobus scolaire, là, ça prend du monde qui sont courageux, là, parce que c'est pas drôle de se promener là, une aussi longue distance en autobus scolaire. Au printemps, alors qu'il y a des secteurs qui sont... OK? Fait que merci de l'avoir signalé, M. Richard. La motion de félicitations viendra lors de la prochaine. OK. Sans aucun doute. D'autres personnes aimeraient intervenir pour dire Mme Diane? Ben, en fin de semaine, il y avait plein d'activités dans notre belle ville. Et puis, moi, je suis allée à un grand spectacle. Ah. Oui, moi, je suis allée à un souper chantant. C'était la chorale Saint-Benoît. C'est la chorale ou le chœur Saint-Benoît, on les appelle. Et puis, j'ai été agréablement surprise parce que souvent, notre chorale, on l'entend lors de cérémonies ou lors de funérailles à l'église. Et puis, ils nous ont présenté tout un spectacle avec des chansons que ça fait des années que je n'avais pas entendues. Et le souper était au profit de la Maison d'Angèle. Donc, sans être un groupe très, très rock, il me semble que c'est un groupe à découvrir. Donc, la formule du souper chantant était très, très intéressante. Donc, c'est pour leur faire un petit remerciement de nous avoir offert un spectacle de qualité en espérant qu'ils vont renouveler ça chaque année. Et si les gens disent que nos aînés ne s'impliquent pas, ben, je peux vous dire une chose, que il n'y en avait pas beaucoup en bas de 30 ans là-dedans. Ben, 40, 50, je sais pas. Donc, on a voulu me demander pour chanter, mais je vais attendre un peu. Je ne sais pas si soprano, alto ou en tout cas. Dans une chorale, vous pouvez vous camoufler à travers les autres. Non? Juste à bouger les lèvres, peut-être, pour commencer. Donc, c'est ça. Félicitations à ce groupe qui a pris l'initiative de faire un souper chantant puis au profit de la Maison d'Angèle parce que c'est un spectacle haut en couleur. Et félicitations. Fait que à l'année prochaine. Comme vous avez mentionné le mot rock, j'imagine que c'était quasiment un spectacle rock and none, vu qu'il y avait des sœurs. Ah, il y en avait un petit peu. Il y avait quelques sisters là. J'ai rencontré sœur Françoise chez le dentiste. Elle était à la même journée, même endroit. Oui. Et elle m'a mentionné qu'il y avait eu, je crois, 260 personnes. Ah, c'était... Ils ne s'attendaient pas d'avoir connaître un succès aussi important que ça. Et déjà, ils pensent en fonction de la salle communautaire pour l'année prochaine. Parce qu'ils s'attendent de faire un peu comme... le marathon autour de l'école, là, ils veulent prendre l'expansion aux autres. C'est parfait. Fait qu'il faudra, par exemple, qu'ils pensent à réserver, là, s'ils veulent avoir une date, pour être sûr d'avoir la salle. Alors, oui, bravo à tous ceux qui se sont prêtés à l'événement, puis qui permet à la Maison d'Angèle, une organisation qui rend service à la communauté. Bien des gens profitent de cette présence-là. Un beau soutien, il y a une belle collaboration, il y a des gens qui apportent leur bénévolat. Puis on mentionne en passant quand c'était la semaine passée aussi, c'était la semaine du bénévolat international ou national, je pense. Hein? Oui, c'est la semaine du bénévolat la semaine passée, la semaine qu'on vient de passer. Fait que je tiens à souligner, même si on va avoir encore dans la semaine municipale des activités pour souligner nos bénévoles, entre autres le fameux souper spaghetti annuel. Fait que chapeau à tous les gens du souper chantant et à nos bénévoles. Ouais. Nos généreux bénévoles qui font qu'une communauté est beaucoup plus riche dans tous ses aspects, que ce soit sur le plan culturel, bien des aspects sportifs et tout ça, là. Ce qui fait qu'une communauté vivante, c'est pas juste le fait de dire je paye des taxes et on a des employés municipaux qui s'occupent de tout ça. C'est que si on avait juste les employés municipaux, on n'aurait pas assez de taxes pour se donner tous les services dont la population d'Amqui bénéficie actuellement. Monsieur Gide, vous voulez... oui, j'aimerais donner de l'information aux citoyens de la ville d'Amqui par rapport à l'entretien des rues pour la poussière ou à enlever quand on va sortir le balai. Donc, je demande à M. Stéphane s'il peut me donner des informations par rapport à ça ou informer les gens. Le balai est à l'entretien, il est rentré à l'entretien aujourd'hui. Donc, cette semaine-là, il devrait être prêt. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, là. C'est un entretien normal. OK. Merci, monsieur. Ils vont pouvoir voir passer le balai dans les rues de la ville. Là. Eh oui, ça va recommencer. Sauf que ça commence à être cher, ils veulent arrêter de manger de la poussière. On vous remercie, M. Stéphane. Pas d'autres interventions. Alors, comme j'aurai amplement du temps, je vais vous libérer si c'est ceux qui voudront quitter.
Je prendrais une... Ah, puis c'est ça. Alors donc, je prendrais quelqu'un pour lever la séance. Madame Diane, vous levez la séance, vous êtes appuyé par M. Richard. OK. Ah, pardon? Ça va? Ben, en fin de semaine, il y en a qui ont vécu le 40e anniversaire de l'Aquaneige. Il y en a qui y ont été, hein? Qui l'ont essayé. Et il y en a là? Ouais. Julien. Ah oui, Julien. Jonathan aussi. Jonathan aussi. Est-ce que vous avez quelques minutes pour parler un peu de votre expérience, monsieur? Julien, est-ce que c'était votre première ou... Non, c'était ma deuxième participation. J'avais déjà participé après 7-8 ans où j'avais fait un gros 7 mètres. Cette année, là, j'ai fait un 13 puis un 44. Donc, non, toujours une belle expérience là, de participer à l'Aquaneige, de voir autant de monde réuni. En plus, on avait des belles conditions. Donc, c'était un rendez-vous là, pour l'année prochaine. Le comité organisateur a déjà confirmé la 41e édition. L'eau était propre, pas trop salée. Bon, elle était bonne. Et vous, monsieur Jonathan? En fait, moi, j'ai juste fait les essais libres, c'était une première fois, donc j'ai réussi à aller faire les essais libres. Est-ce que vous étiez dans la catégorie des loufoques ou... Non, j'ai été juste le vendredi matin pour voir de quoi ça avait l'air de me voir si j'étais assez performant pour m'inscrire l'année prochaine, donc ça devrait avoir lieu. L'année prochaine, je devrais avoir une équipe puis peut-être m'inscrire en individuel, donc c'est... Il y a eu une bonne foule, là. Oui, c'était vraiment bien. Beaucoup de gens ont pris du soleil aussi. On a vu des gens, donc... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir l'Aquaneige, ça prenait le lac. Et le lac, lorsque j'étais dans le groupe qui a fondé Val-d'Irène, c'est moi qui ai eu l'idée de faire le lac. Pourquoi? Parce que dans les années antérieures, dans les années 60, alors que j'étais étudiant à l'université, l'été, je travaillais pour les levées géodésiques du Canada. Et un été, on s'est retrouvés en 68 dans la Beauce. Et alors, les levées géodésiques ont fait de l'observation trigonométrique de nuit. Mais les gens nous voyaient passer. Ils nous considéraient comme des arpenteurs. Et les Beaucerons, comme vous savez, pour ceux qui connaissent un peu la Beauce, il n'y a pas grand lac là-bas. Mais il y a des petits ruisseaux, comme ils disent, là, des criques qui coulent ici et là. Fait que les Beaucerons, ils se font des lacs artificiels. Puis pour faire accepter un lac artificiel, ça te prend un relevé et des plans pour soumettre au ministère de... Je sais pas si c'était la faune ou l'énergie, pour pouvoir avoir l'autorisation de dévier ou de faire un lac comme ça. Fait que j'avais vu ça, toutes ces histoires de lacs-là. Quand j'étais arrivé, puis que je suis retrouvé dans le groupe qui allait lancer Val-d'Irène, j'ai dit, on a un filet d'eau, c'est en avant, on peut faire comme les Beaucerons, on peut faire un petit barrage. Comme on essaye d'avoir Val-d'Irène avec toutes sortes d'activités, la motoneige, le ski de fond, la raquette, on pourrait avoir aussi du patinage si on fait un bassin avant du chalet. Puis si on fait un bassin avant du chalet, bien, ça nous fait une réserve d'eau aussi en cas d'incendie. Et là, on a fait ça. Puis quelques hivers ont passé, puis finalement, un printemps, la surface du lac, ça a commencé à s'ouvrir. Puis là, il y a eu Jacques Bérubé qui était un assidu de Val-d'Irène. J'imagine qu'il était là en fin de semaine. Oui, il a fait une... Alors là, lui, il dit, moi, là, je monte, puis j'essaie de traverser ce trou-là. C'est où, c'est un trou? Je sais pas, le lac tout ouvert. Puis de là, d'autres ont dit, OK, si tu l'essayes, si tu le fais, moi, nous autres, tiens, on y va. Fait que c'est comme ça qu'il y a un petit groupe qui a fait ça. Puis ils ont dit, vu que ça a été le fun, on va faire une compétition entre nous la fin de semaine qui suivait. Et là, ça s'est été... la compétition a démarré. Et ma belle-sœur, qui est décédée aujourd'hui, Gisèle Ouellette, c'est elle qui a eu l'idée du mot Aquaneige. Et là, comme j'étais impliqué dans l'organisation, puis que j'étais aussi à l'entreprise chez nous, puis je m'occupais des marques de commerce, j'ai dit, c'est un beau nom, ça, il faut s'occuper d'enregistrer ça, parce que ça risque qu'ils vont faire des aquaneiges un peu partout. On a vu par après, quand l'événement a passé à une émission qui était, en tout cas, très renommée sur le plan nord-américain, puis je ne sais pas si elle n'était pas diffusée aussi en Europe, qui était Wild World of Sport. Ils sont venus prendre des images ici. Et là, il y a des stations de ski américaines, puis même au Québec, qui se sont mis à faire ça, dont Saint-Sauveur, et on voit qu'il n'y avait même pas de lac, certains, alors ils faisaient comme une espèce
de fosse en neige, puis ils mettaient une toile là-dedans, puis ils remplissaient ça d'eau, puis ils traversaient l'espèce de piscine artificielle qu'ils faisaient pour le temps. Mais ceux-là qui ont connu l'aquaneige dans ces départs, c'était absolument incroyable. Là. Les gens, le stationnement était plein, les autos étaient stationnés en montant toute la côte et en tournant le croche, on disait, à Roy, là, Rosaire-Roy, puis un bout en allant vers Ramkoui. Puis la même chose du côté de Valbriand. Ça prenait des autobus scolaires pour amener les gens sur le site. 2-3 années minimum, là, ça a été épouvantable. Et puis on a eu les fameux Crazy Canucks, là, les sauteurs en ski acrobatique qui sont venus faire plusieurs démonstrations. Ceux-là qui se sont fait connaître, qui étaient connus déjà sur la scène internationale, là, les frères, comment ils s'appellent, La Roche. La Roche, oui, effectivement, puis d'autres. En tout cas, c'est des grands moments de l'histoire de Val d'Irène, et puis on voit que l'événement est toujours là, fait toujours plaisir, puis autre petite anecdote, là, pour ceux le logo de l'Aquaneige, là. Alors, moi, j'étais dans le premier comité qui a mis la première compétition officielle au monde. Et j'ai suggéré que le logo, ce soit... Et j'ai dessiné, j'ai fait un croquis sur une feuille comme ça, en faisant une goutte d'eau, en mettant un cristaux de neige dans la goutte d'eau sur une paire de skis. Et dans le comité, on avait Noël de Courval, qu'il y en a qui ont connu ici à Amkoui. Et lui, il dit, moi, travailler ça. Fait que lui, il a rajouté des petites gouttes d'eau qui sortaient à chaque bord des skis. Puis c'est devenu le logo. Je vois qu'il n'a pas été changé. Il est littéralement le même logo. Fait que c'est quelque chose. Le lac Picalo, il fallait trouver un nom. Fait qu'on a dit, on va faire un concours. J'ai présidé l'équipe du concours et les gens qui participaient pouvaient avoir un billet de saison à Val d'Irène. Et à ce moment-là, je crois que c'était une petite fille de Saint-Vianney qui avait suggéré le nom Picalo à travers une série d'autres noms. Mais il y avait un comité qui avait été fait que je présidais, puis ça a donné ça, le lac Picalo. C'est le cas de le dire. Quand tu descends, il y a de fortes chances que tu piques à l'eau. Fait que ça, c'est des choses mémorables là, et qui se poursuivent, la tradition, et j'imagine ça va se poursuivre encore de nombreuses années, parce que ça termine bien la saison de ski à Val d'Irène. J'imagine que c'était la dernière fin de semaine, je pense. Pas sûr, parce qu'il y a Montcomy qui s'annonce avec 2 fins de semaine de plus. À une époque, on se faisait un devoir d'essayer de garder la station ouverte le plus longtemps possible pour pouvoir dire, c'est nous, la station qui reste le plus longtemps ouverte sur neige naturelle au Québec, sur un versant sud en plus. Parce que ceux qui ouvraient comme au Mont-Tremblant tard, ils étaient rendus sur le versant nord, ou le Mont-Saint-Anne, ils étaient rendus sur le versant nord, face au sud. Bon, alors ça, c'est l'Aquaneige, 40e anniversaire déjà, ça fait vieillir. C'est pas croyable. Il y a eu aussi une autre belle annonce qui a été faite, puis que tout le monde a appris, c'est l'allongement de la piste à l'aéroport de Montjoli. Ça, c'est quelque chose quand même. La ville d'Amkoui, on est représenté au sein de la régie qui gère l'aéroport de Montjoli. Il y a que les 4 villes régionales sont présentes, Amkoui, Matane, Rimouski et Montjoli, et de même que les préfets des 4 MRC, de ces 4 MRC-là. Et ça fait déjà quelques années qu'on travaille fort pour l'allongement. Une piste qui avait déjà à l'origine 6000 pieds. Mais lorsque le gouvernement fédéral a rétrocédé l'aéroport à la régie intermunicipale, ils ont exigé qu'on la réduise à 5500 pieds. À ce moment-là aussi, la route qui allait à Sainte-Flavie passait tout juste au bout de la piste. On a vu par après là, que lorsque le ministère des Transports est venu descendre la 20, il a fait le raccordement avec le rond-point, ils en ont profité pour écarter la route du bout de la piste. Donc, ça permettait éventuellement de venir allonger la piste. Et il y a eu beaucoup de démarches, puis il y a eu des changements de gouvernement à travers de ça, puis de politiciens. Je me rappelle, pour quelque chose de spécial quand même, c'est que le ministre au transport en office à ce moment-là, qui était au Parti libéral, c'était M. Jean Lapierre. C'est lui qui a officiellement signé la rétrocession de l'aéroport de Montjoli à la régie intermunicipale. Alors, je tiens à souligner, c'est quand même des choses qui sont attachées à la piste, à l'aéroport. Et
L'aéroport, donc, les gens de la Matapédia, de la Matanie, de Rimouski-Neigette, de la Métis, peuvent être fiers d'être associés à cet équipement-là parce qu'on est tous actionnaires de l'aéroport via nos corporations municipales et nos MRC. Et on sait que on avait déjà des échanges avec un transporteur vers les destinations sud, WestJet. Même il y a eu des contacts de fait avec Air Transat. Mais WestJet, là, il attendait, puis aussitôt que ça va être annoncé, va se manifester. Alors, vous avez pu voir que tout de suite, là, au moment de l'allongement de la piste, tout de suite, ça a été parlé que WestJet veut faire des départs à partir de Montpellier pour les destinations au soleil. Et puis, Sunwing? j'ai dit WestJet. Oui, mais ça, c'est Sunwing. Sunwing, en tout cas, De ouais. toute façon, Ouais. je pense que c'est plus Sunwing. Sunwing, hein? OK, oui, Sunwing. Ah ouais, je m'excuse, je fais bien de me reprendre là-dessus. Sunwing. Mais au moins, on a un importeur important qui va le faire. Et ça va venir apporter de l'achalandage. Cet achalandage-là va améliorer la situation de l'aéroport, quand même, qui n'a jamais été déficitaire depuis qu'on l'a repris en main et qui connaissait des bons moments avec les activités sur le nord du Québec. Et là, les activités ont baissé. Puis on a eu des pépins là, avec Air Transat qui a connu des difficultés financières, qui s'est placé sur la protection de la paillette et qui... C'est pas Air Transat, monsieur. Non, c'est Pascal. Air Pascal, oui, faites bien encore de me reprendre, là, je pense que mon ordi fonctionne à ralenti. Air Pascal, effectivement, c'est eux autres, parce que Air Transat, non, sont prospères. On a même un gars de chez nous, d'Amqui, qui pilote tous ces avions-là, qui est M. Bertin Jean, qui reste, je crois, aux 80, et qui, dernièrement, j'avais un échange avec, parce qu'il veut organiser une activité. Il l'organisait pour Valbriand, faire amener un premier power amérindien, ça devait se faire à Beaubriand ou à Bête à Quimper, puis finalement, là, pour je ne sais quelle raison, il souhaite pouvoir venir le faire au parc Pierre-et-Maurice-Gagnon. J'ai donc eu affaire à lui parler, il me disait qu'à ce moment-là, là, ses vols étaient entre Edmonton et Cancun pendant toute la semaine. Donc, ça, j'ai déraillé un peu sur ce que fait un de nos pilotes chez nous qui voyage et puis qui demeure à Mkoui avec sa conjointe. Alors, on a des gens comme ça qui vont travailler à l'extérieur dans toutes sortes de domaines qu'on ne sait même pas. Et en plus, c'est un gars qui aime, comment on va dire, la culture. Lui-même, il est un conteur, il fait des choses comme ça. Donc, c'est des bonnes nouvelles de cette histoire de la rallongement de la piste pour l'aquaneige. Je voudrais peut-être juste revenir comme ça. Sur le déneigement, là, on a fait du déneigement. Et nos travailleurs aux travaux publics se sont vraiment investis pour faire le mieux qu'ils pouvaient cet hiver, croyez-moi. J'invite les gens à aller dans le secteur de la polyvalente puis de regarder à l'arrière de chez le garage Yvan Thibault. Là. La montagne de neige là n'a pas tombé du ciel directement là. S'il y a une montagne de neige qui s'est accumulée là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé fort dans la ville d'Amqui, pas juste pour chasser la neige à des endroits avec le souffleur. Les mettre sur des espaces où il était possible de le faire. Ils ont dû en transporter un méchant paquet, mais au début de l'hiver, ça regardait qu'on était bien parti, que le budget allait pas être trop affecté. Je pense qu'il reste qu'on aura une marge disponible, mais on a aussi fait le dégagement du terrain de la polyvalente Armand-Saint-Onge, des Passeaux, où il y avait une première cette année, le Val-d'Y en ville. Il y en a qui se sont beaucoup interrogés là-dessus, qui ont critiqué, pour certains négativement, pour d'autres positivement. Ça a été un choix. À l'origine, cet événement-là devait se faire sur la rue du Pont. En descendant sur la rue du Pont, passer à l'arrière du presbytère. Finalement, le conseil s'est mis d'accord que ça n'avait pas de sens d'aller faire ça, parce que si on faisait ça là, ça voulait dire qu'une fois l'événement terminé, il fallait, dès le lendemain, se mettre à l'ouvrage, puis enlever la neige qui aurait été placée dans la rue. Ce qui n'aurait pas été nécessairement une très brillante idée. Par contre, comme site en pleine ville, ça aurait été quelque chose de pouvoir vivre ça. Mais c'est pas le Red Bull Crash Ice, cette affaire-là. Là,
ça prenait de la neige, beaucoup de neige à être déplacée, et on en a déplacé beaucoup. Et là, on a pu l'enlever avant que le terrain se détrempe tôt. On l'a sans doute affecté un peu, mais la ville va corriger la situation, surtout que le terrain sera asséché. Là. Et il n'est pas probable que l'événement Valdy en ville revienne l'an prochain, mais qu'il soit fait sur un site où on n'aura pas cette contrainte de devoir, par après, enlever toute la neige. En tout cas, on va chercher un site parce que c'est quand même une idée intéressante qui peut prendre de l'ampleur et puis qui fait un peu le lien entre la montagne et la ville, et puis ça permet à des jeunes de s'exprimer, d'exprimer leur talent et d'avoir du plaisir. Ça fait partie je dirais pas des sports extrêmes, mais ça va dans le sens des gens qui veulent essayer quelque chose de spectaculaire. Dans le développement économique, il y en a qui pensent que c'est simple et facile. On a vécu des moments extraordinaires au début des années 80 quand la population matapédienne s'est donné la main, qui ont travaillé de concert pour arracher ce qu'on aurait pu dire. On peut parler d'arracher parce que c'était pas évident d'obtenir un projet qui était à l'origine d'une papeterie. Alors qu'aujourd'hui, là, vous voyez, quelques années plus tard, 80, quelques années, on peut parler 36 ans, là, jusqu'au début des années 80, 36 ans ou 35 ans plus tard, 60% des papetières à travers le Québec sont fermées. Alors, est-ce qu'on aurait eu vraiment un cadeau de grec à ce moment-là si on avait réussi à arracher une papetière qui s'est finalement déplacée à Matane et qui aujourd'hui est toujours en opération, puisque c'est l'usine de Donahue, c'est pas celle de Smurfit-Stone. Mais quand même, le secteur des papetières et des cartonneries s'est beaucoup effondré au Québec. On a pu ensemble arracher un projet d'entreprise qui était sur les bureaux des ministères à ce moment-là, des ministères économiques. La venue au Québec d'une entreprise allemande qui était dans la fabrication de panneaux mélamine qu'on ne connaissait pas encore au Québec. Le groupe Tafisa n'était même pas encore arrivé au Québec. D'ailleurs, le groupe Tafisa était le compétiteur des Allemands, et les gens de l'Estrie, quand ils ont vu arriver l'usine Panval à Sébec, les gens en développement économique en Estrie ont regardé quel était en Europe le compétiteur de Panval, et puis ils ont découvert que c'était un groupe espagnol qui s'appelait Tafisa, puis ils se sont mis en démarchage pour venir les convaincre de venir faire la compétition, s'implanter dans le domaine, et je crois qu'ils se sont installés à un endroit de municipalité diablement connu aujourd'hui, là, qui est le lac Mégantic. Mais pour revenir à l'usine Panval que nous avons obtenue, là, pour ceux qui se rappellent de l'époque, qui étaient informés de ce projet-là, à un moment donné, est apparu dans le décor lorsque les principaux ministres en poste à ce moment-là, M. Debaney et Yves Bérubé, ils ont mis à dire, ben là, papeterie dans la vallée, ça marche pas, il faut être proche d'un port de mer, et puis en tout cas, il y a des arguments qui ont été donnés, puis que pour répondre aux attentes d'une mobilisation matapédienne assez forte, on était encore, je pense, plus d'une vingtaine de mille de population à cette époque-là, je sais pas, on était encore 24-25 000, alors on est passé en dessous de la barre du 18 000 maintenant, puis on vieillit en plus, tous ceux-là qui demeurent encore dans la vallée. On a réussi à se faire offrir ça, et puis là, on était pas plus ou moins contents, mais finalement, on a accepté que ce soit ce projet-là. Puis le projet a vu le jour, mais il y avait un projet qui voulait venir au Québec. À l'époque, on parlait que ça pouvait être sur la Côte-Nord, dans la région de Forestville, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À cause de la situation politique et la grande mobilisation matapédienne à l'époque, le gouvernement a dirigé les investisseurs allemands vers la Matapédia. Et c'est devenu le projet qu'on connaît aujourd'hui, toujours à Sébec,
qui a connu encore des investissements importants dernièrement, qui est maintenant la propriété d'investisseurs québécois. Et mais moi, j'en parle, c'est parce que il y a du monde qui pense là, que là, des projets comme ça, là, ça court encore. Je voyais dans le journal Le Devoir de la fin de semaine passée, les emplois manufacturiers au Québec, là, au cours des 10 dernières années, a fondu de 21% de tous les emplois permanents à 14%. C'est 7% de moins, là. 14, on a baissé. Les emplois manufacturiers se délocalisent. Ils s'en vont dans des pays où les gens sont payés à des taux inférieurs à ce qu'on connaît sur le Québec. On a vu donc Bombardier se délocaliser au Mexique. On a eu même une entreprise non loin de Montréal, importante, Electrolux, être attirée vers le Tennessee par des aides gouvernementales plus généreuses de la part de cet État-là. Mais beaucoup des emplois manufacturiers sont rendus tout simplement en Chine. Quand vous allez magasiner, vous regardez les produits, puis vous regardez la provenance. Le Made in China, là, il est quasiment sur à peu près tout, là. Donc, les emplois ici dans la vallée qu'on connaît depuis quelques années, là, si on regarde autour de nous, ben, c'est les gens de chez nous. C'est les gens de chez nous. Je ne répéterai pas assez, souvent, mais c'est les entrepreneurs de chez nous, puis qui en sont même rendus à passer, à faire une première relève. Parce qu'on est encore jeunes. Là. Dans Beauce, là, ils ont l'esprit entrepreneurial, mais la Beauce, ça fait 250 ans que ça existe, puis nous, on a fêté 125 ans en 2014 pour Amqui, alors on est à peu près la moitié de temps d'eux autres. Alors eux, ils ont eu le temps de se lancer en affaires, ils étaient proches du marché américain, ils n'étaient pas trop loin du marché de ville principale du Québec, et de se lancer graduellement et de passer d'une génération à l'autre. Nous, nous en sommes encore à notre première génération. Il n'y a pas d'entreprise que je connaisse. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà à la troisième génération. Peut-être dans le monde agricole, oui, il y a des fermes qui ça fait 3-4 générations, mais dans le domaine des entreprises manufacturières, j'en connais pas, là, moi, de mémoire, là, qui sont à plus loin que leur deuxième génération, mais au moins on en est là. Si on prend les équipements Thériault et Thériault qui vendent de la machinerie agricole, ils sont en train d'occuper dans leur marque de produits le marché des maritimes, puis qui vont grossir prochainement leurs installations d'Amqui dans le rang Saint-Guillaume. Et comprend toutes les autres entreprises, que ce soit les entreprises, les ateliers Géleroy, Gaétan-Roy, le groupe Natrel qui a été lancé par la famille chez nous, Fenatec qui a été lancé, mis au monde par des gens d'ici, le domaine hôtelier, le domaine de vente automobile, là, en fait, vous les connaissez les gens, là, regardez. Nous, là, il y en a qui croient que si on est ici, on a une baguette magique, puis les emplois, c'est comme ça. Non, non. La réalité, c'est que les emplois, ça se développe avec des gens qui prennent des risques, des promoteurs, des gens qui osent. Les communautés qui n'auront jamais assez de promoteurs. Au Québec, comparativement aux autres provinces canadiennes, on est déficitaire. On est déficitaire en termes d'entrepreneurs. Là, on a des initiatives au niveau des écoles élémentaires, secondaires, ici et là, des gens qui font des exercices de création de micro-entreprises pour donner le goût à des gens d'entreprendre. Mais la culture entrepreneuriale au Québec, on ne roule pas au même rythme, on n'a pas autant de gens, de jeunes qui osent se lancer en affaires proportionnellement aux autres populations anglophones des autres provinces canadiennes. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est les gens qui vont entreprendre, qui vont oser le faire, parce que prendre des risques, c'est pas la réussite à tout coup. Sur 100 idées de projets, il y en a 10 qui peuvent
aller au plan d'affaires, 5 voient le jour, et après, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, sur les 5, il en reste une. Alors, et sur les une, ben, ils ne deviendront pas tous des bombardiers, des grandes entreprises, mais ils peuvent occuper le paysage avec un certain nombre d'emplois. C'est la diversité. Au moins, à Amqui, on n'a pas un majeur que si demain matin, ça ferme, comme à Chandler ou à New Richmond ou à... voyons, enfin, plusieurs villes mono-industrielles, quand le majeur de la place ferme, c'est la fin du monde, quasiment. Je pense qu'il faut s'encourager mutuellement à se lancer en affaires. Il faut arrêter de peut-être dénigrer les gens qui osent, puis dire tu vas te quitter à la gueule, tu ne devrais pas oser. Mais en faisant ça, on travaille dans le sens contraire. On devrait plutôt travailler pour soutenir ces gens-là qui veulent oser, qui ont une bonne idée de projet, les guider vers les bonnes personnes, les soutenir, peut-être allonger le bras dans son portefeuille à un moment donné pour les aider. Puis il y a toujours le fonds d'investissement matapédien qu'il va falloir créer. Comme les gens de Matane ont osé le faire, alors je lance un appel à tous à vouloir se mettre en mode de vouloir le faire et d'aller de l'avant avec ça. Parce que c'est comme ça qu'on va peut-être renverser la vapeur, parce que les jeunes qui sont ici, là, ben, ils quittent, il y en a qui demeurent, il y en a qui reviennent, mais proportionnellement aux jeunes qui vont à l'école, puis qui reviennent dans la vallée, c'est une minorité, là, vous le savez. Polyvalente qui a été construite en Mont-Saint-Onge pour répondre à une clientèle de plus de 2200 étudiants, je crois. Aujourd'hui, on en est à peine à 600 et quelques. C'est pas croyable, là. C'est pas parce que... Il y a des villes ils disent, ils font des nouvelles écoles, puis c'est pas parce qu'ils ont ils ont la chance d'avoir des jeunes qui... que c'est toutes les familles qui se sont développées là-bas qui ont fait ça. C'est tristement beaucoup de nos jeunes à nous qui ont quitté, puis qui sont en allés en ville parce que là, il y avait du travail, des professions qu'ils allaient pouvoir exercer, puis avoir plusieurs possibilités d'offres d'emploi. Alors, de l'avancement de toutes sortes. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Mais il y en a qui pensent que, oui, on va développer, là, en criant « bang, ciseaux, ça va y arriver ». Non, non. Les emplois manufacturiers, ça descend. On est plus dans le créneau des secteurs services. J'aimerais bien voir apparaître un jeune ou des jeunes qui oseraient partir une entreprise dans le domaine des nouvelles technologies, ici même à Amqui. Il y en a qui le font dans des régions du Québec, mais il y a une synergie qui se passe quand les jeunes se retrouvent entre eux autres dans des régions comme Montréal ou Québec, où il y a des concentrations de ces jeunes-là. Mais tout est possible aujourd'hui. La technologie nous permettrait de pouvoir oser ici, en région, dans la Matapédia, à Amqui. Pourquoi ça ne serait pas possible? Mais là, il y a beaucoup la course pour les gros salaires, les gros revenus, train de vie élevé. Mais il y en a qui revoient la vie autrement. Ils voient la qualité de vie. Et quand des jeunes viennent ici, de l'extérieur, qui prennent le temps de découvrir ce que nous avons à offrir, ils s'aperçoivent qu'on a une qualité de vie intéressante, là. On parle de Val-d'Irène ou de tous les autres services, la grande nature autour de nous, les rivières, les lacs, plusieurs services dans le domaine des loisirs, la culture. On n'a jamais autant, mais on a beaucoup plus qu'à une certaine époque. Moi, quand j'étais du groupe des jeunes d'aujourd'hui, de ces âges-là, on n'avait pas de salle Jean Cossette, on n'avait pas de piscine, on n'avait pas de Val-d'Irène, on n'avait pas de plein de choses qu'on a aujourd'hui. Donc, on a quelque chose d'intéressant à offrir, mais en même temps, ça prend des emplois. Et les emplois viennent avec des gens qui entreprennent, des gens qui sont promoteurs d'une idée, qui se font confiance, que les gens font confiance, puis qu'on supporte. Puis ceux-là qui réussissent, il y en a plusieurs qui réussissent, là, que dans leur vie, là, ben, ils n'ont pas nécessairement connu des succès à tout et tout. À chaque coup qu'ils s'essayaient, là. Il y en a plusieurs qui ont dû se reprendre à plusieurs reprises et qui ont connu des échecs, mais qui ont su se relever, qui se sont fait confiance, puis ils ont été encouragés à le faire.
Malheureusement, on a plus de gens qui essayent qui dénigrent, qui démolissent un peu le moral, franchement. Vous avez sûrement tous connu des jeunes qui ont fait mentir bien du monde. Parce qu'on leur disait que tu n'étais pas capable. Je prenais en fin de semaine un reportage diablement intéressant sur l'histoire de M. Jacques Demers. Hein? Vendeur-livreur chez la compagnie Coca-Cola à Montréal. Mais qui passe ses temps libres, s'intéressait aux loisirs chez les jeunes au niveau du hockey, puis qui d'une affaire à l'autre, d'une étape à l'autre, s'est fait encourager, puis qui a développé des habiletés de coach, qui a mené le Canadien de Montréal à sa dernière Coupe Stanley en 93, qui était illettré en plus, qui se débrouillait avec courage à travers tout ça, et qui, étant jeune enfant, rappelait dans son témoignage, dans le reportage, que son père lui avait dit un jour qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Combien de personnes, hommes et femmes, ont fait mentir ceux-là qui ont osé le dire, soit dans leur famille, dans leurs profs, dans les amis, dans leurs professeurs, tu feras rien de bon dans ta vie, mon gars ou ma fille. Quel triste geste ou propos. Parfois, c'est alors l'effet contraire. Ce genre de propos-là peut avoir un effet stimulant, mais plus souvent qu'autrement, ça blesse et des fois, il y a des gens qui, toute leur vie, se sentent brimés, ils ont ça en tête. Ils ont de la misère à vouloir oser, à faire des choses. Alors, les personnes peuvent être brimées de toutes sortes de façons. Si on pouvait apprendre à vivre en société en se respectant mutuellement, là, puis en s'encourageant les uns les autres, en s'entraidant, les vraies valeurs, autrement dit, la solidarité, des valeurs parfois qu'on leur retrouve seulement que lorsqu'on se retrouve dans ces situations comme là, les tremblements de terre qui viennent de se revenir au Japon ou en Équateur. C'est bizarre, là, il y a plein de gens à ce moment-là là, qui ne se parlaient même pas, qui se connaissaient pas, puis qui se dénigraient entre eux autres, et qui d'un coup, là, face à une menace, là, ou plus qu'une menace, à des catastrophes semblables, là, se retroussent les manches et là, ils retrouvent le sens de l'humanité et ils n'attendent à rien, ils font les gestes qu'on dit courageux, mais dans le fond, c'est l'instinct de survie qui prédomine et puis on comprend que c'est en s'entraidant qu'on va passer à travers, mais il reste que, je sais pas moi, j'ai plutôt tendance à trouver qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup plus de plaisir à vouloir se dénigrer, à se complaire dans le mode du je me moi. Me, I and myself. Moi d'abord, avant tout. Je passe après, puis etc., etc. Je paye des taxes, puis je m'occupe pas du reste. J'ai rien à foutre parce que là, la semaine dernière, c'est la semaine du bénévolat. C'est un constat, là. C'est un constat, c'est que on ne peut pas tout dire que les jeunes d'aujourd'hui, là, ils veulent pas s'occuper de ça, puis ça ne fait pas partie de leurs valeurs. Non, non. Il y a plein de jeunes qui font des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je parlais avec une jeune fille qui est à Montréal, qui n'est pas d'ici, et qui, en mai prochain, là, vers, je crois, le 26-27 de mai, ils font partie du groupe qui a mobilisé la fameuse marche qui est partie de Gros-Kakuna, là, qui est montée à Montréal avec comme thème protégeons la terre-mère, la mer-terre, OK? Et puis dans ça, il y avait, entre autres, de protéger les belugas qui sont menacés et puis qui sont grandement menacés et qui l'étaient encore plus parce qu'il y avait
la possibilité d'implanter un port de transbordement de pétrole en plein milieu du fleuve, puisque les bateaux ne seraient pas rentrés à l'intérieur du port de Gokakuna, là. Ces bateaux-là, là, ils allaient s'ancrer au large pour recevoir par pipeline le pétrole, que je dis, le pétrole sale des champs bitumineux de l'Alberta, parce que faut pas se fermer les yeux, là. Dans le fond, le pétrole, là, même si on dit on a des autos, puis j'en ai une, puis on se déplace, puis ma conjointe en a une, on se conjoint, ça nous prend du pétrole, puis là, actuellement au Québec, on n'en exploite pas. Ça nous en prend, on voudrait l'exploiter. Mais en réalité, comme stratégie collective, il faut diminuer notre dépendance au pétrole. Planétairement. C'est des énergies fossiles qui contribuent au gaz à effet de serre lorsqu'on les consomme. Fait que donc, on voulait faire ça. Alors, ces jeunes-là, qui ont fait cette marche-là, qui ont obtenu gain de cause. Parce que le port de mer à Gokakuna, c'est fini, ennemi. Puis le pipeline, c'est pas nécessairement encore passé, cette histoire-là, même si on veut nous passer sur le corps pour le passer. Quoi qu'il ne passera pas par ici, par la vallée, mais nous, il faut s'attendre que des convois de citernes de pétrole à la queue leu-leu, des trains qui auront plus d'1 kilomètre de long, qui passeront 2 fois à l'aller, 2 fois par jour. C'est ce qu'on propose de faire pour aller transborder ça à Belle-Dune. Ces jeunes-là, parce que je sais que les jeunes d'aujourd'hui s'impliquent aussi, là, ils lancent un grand rendez-vous pour faire en 44 jours, cet été, le tour de la Gaspésie. Pour encore là parler de protéger la terre-mère et contre ces exploitations pétrolifères. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations en vue dans la Gaspésie. Ici même dans la vallée, là, on est clémé à grandeur. Saint-Léon s'inquiète. Il y a eu des puits de percée ici à gauche et à droite. Est-ce qu'on a du pétrole conventionnel? Il semblerait que non. C'est du pétrole qu'il faudrait fracturer en dessous. Quand tu brises ce que la nature a pris des millions d'années à construire, tu ne sais pas quel dommage que tu vas faire. Si tu vas faire remonter de ces produits, notre pétrole-là, dans les nappes phréatiques supérieures, alors c'est un pensez-y bien. Nous, on est ici à ce moment-ci. Mais on doit penser, non pas nos gestes, on ne doit pas les penser en fonction de nous-mêmes exclusivement, on doit les penser en fonction des générations à venir, nos enfants, les enfants de nos enfants, et etc. Fait que donc, les jeunes, il y aura un grand départ qui va se faire à Amqui vers la fin du mois de mai, faire le tour de la Gaspésie, ces jeunes-là seront là. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se disent aujourd'hui, là, mon temps m'appartient à moi, puis le bénévolat, il n'y a pas question que j'en fasse. Mais il faudrait qu'ils réparent, qu'ils iraient dans leur dictionnaire, là, puis qu'ils aillent voir c'est quoi citoyen. Hein? La définition de citoyen, on ne la rappellera jamais assez. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a le droit de citer, qui a le droit d'habiter au sein d'une communauté citoyenne, comme Amqui. Et quand tu vas avoir le droit de citer, tu vas avoir des droits d'être là, de profiter des services et tous les bienfaits d'être en commun, d'être ensemble. Tout ça, ça passe par aussi un engagement citoyen qui est aussi les devoirs. Alors moi, je tiens à rappeler que je souhaite que les années qui viennent, on aura de la relève pour prendre la place de bien des bénévoles qui vont se retirer. Madame Laurence Villeneuve, dont j'ai fait mention, qui est décédée vendredi dernier, j'avais beaucoup d'appréciation pour cette dame, comme bien d'autres qui m'écoutent, qui nous écoutent, les séances du conseil, et qui apprécient ce qu'on fait. Et je suis vraiment attristé de ce départ-là. Ça a été un choc d'apprendre par sa fille, Mme Marielle Côté, je crois, du décès de sa mère. Une dame qui, parmi d'autres, est généreux bénévoles d'Amqui, qui partent pour toutes sortes de raisons. Des fois, ils sont trop âgés pour pouvoir encore continuer à donner autant. J'en connais. Vous en connaissez. Donc, ça prend de la relève. Okay? Il faut apprendre. J'invite les parents, les gens à apprendre, les jeunes, à poser des petits gestes à l'endroit des autres. Faire des choses pour leur communauté. À lui donner le goût de s'investir. Parce que
Notre qualité de vie en dépend. Et c'est très précieux. Donc, j'ai parlé beaucoup de développement. Développement, c'est pas d'avoir une baguette magique, parce que s'il y en avait une à la bande, là, quelque part, ben, dites-vous que il y aurait beaucoup de preneurs pour la baguette magique. Malheureusement, les baguettes magiques n'existent pas. C'est beaucoup de sueur, d'engagement, de courage, de détermination à faire les choses. Regardez les gens qui ont bâti les entreprises, là. Ils ont mis des heures et des heures. Ils n'ont pas compté leurs heures, des fois au détriment de leur famille. Il y en a d'autres qui prennent des chemins plus courts, mais finalement, la police les attrape à un moment donné, tôt ou tard. Ceux qui placent leur argent dans les abris fiscaux, on sait que c'est malhonnête de le faire puisqu'ils profitent des services là où ils sont installés. Avec leurs entreprises ou leurs familles, ils profitent des biens de la communauté. Puis eux, les autres, ils font de l'évitement fiscal, c'est pas jojo. Alors, il faut travailler à faire en sorte que chacun fait sa juste part. Fait qu'en développement, c'est beaucoup de toutes sortes de choses. Mais ce qui freine le plus le développement, je tiens à le rappeler, je pense déjà l'avoir signalé. Il y a 3 éléments majeurs là-dedans. Il y a les mentalités. Quand les gens ont une mentalité tournée vers le soi, par exemple, ou une mentalité dénigrante, des attitudes négatives, des comportements négatifs ou déplaisants, ce sont les 3 éléments majeurs des freins qui sont des freins au développement économique. Et si vous posez la question à vos voisins ou à n'importe qui prétendent connaître en développement, c'est quoi les facteurs, les principaux freins au développement économique, ils vont vous nommer à peu près n'importe quoi, des choses qui peuvent être valables ou pas. Mais quand vous étudiez en matière de développement, que vous faites l'analyse de ce qui sont les principaux freins au développement économique, c'est pas compliqué, c'est mentalité, attitude et comportement. Lors d'une séance conseil récente, le conseil a été surpris que j'aie ramené le projet de train Océan 150 à l'ordre du jour. Et on a dit, ce projet-là, il est mort, il est enterré. Ce projet-là, c'est pas un projet rassembleur, ça prendrait un projet rassembleur. Bien, des projets rassembleurs, comme ça s'est passé avec Usine Panval, il n'y en aura plus. Moi, j'ai travaillé avec les gens qui ont mis au monde Val d'Irène, c'était peut-être rassembleur. Les gens qui ont travaillé pour mettre au monde le cerf de la vallée, c'était rassembleur. Les gens qui ont travaillé pour constituer la coopérative forestière de Mme c'était rassembleur. Un projet rassembleur, là, c'est pas d'une envergure de dire ça devient un projet rassembleur si en bout de ligne ça crée 100 ou 200 emplois. Là. À mon sens, tout projet, peu importe, à sa dimension même, il peut être rassembleur. Il peut être rassembleur au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau d'une communauté. Alors, qu'on n'utilise pas le mot rassembleur au sens que ça prendrait un autre Panval pour parler de projet rassembleur. Dans les filières économiques matapédiennes, là, le créneau du développement touristique est potentiellement encore, à mon sens, sous-développé. Il reste beaucoup à faire. Et le développement touristique, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire être attrayant, intéressant. Ça veut dire avoir quelque chose à offrir pour qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs. Des touristes. Qui viennent d'ailleurs et qui veulent voir des choses intéressantes, qui prennent le temps de s'arrêter ou de séjourner, que ce soit du VTT ou du golf ou de la pêche, de la chasse. Sur le plan touristique, moi ici, hein, j'ai grandi à côté du chemin de fer à Matapédia. Là.
Quand je suis arrivé à Amqui, notre famille était implantée tout juste sur le bord du boulevard Saint-Benoît avec le café Ruvert. On était sur le boulevard. On était avec le rail. Oui. J'ai été marqué. J'ai été imprégné des activités du rail. Entre autres. Et le rail à Amqui, quand je suis arrivé comme maire, la gare, bon, il y avait le bar cheminot qui était toujours en opération en haut. Mais au sous-sol, il n'y avait rien qui se passait, puis la gare était défraîchie pas mal. Alors moi, j'ai pensé qu'il faudrait amener plus d'animation au niveau de la gare. J'ai pensé que cet endroit-là, qui était considéré comme une gare patrimoniale, on pouvait la mettre en valeur et y voir plusieurs choses intéressantes. À cette époque-là, on a créé une organisation qui s'est appelée Gare Amie, qui existe toujours, qui était pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'investissent dans cette structure-là pour s'occuper de l'animation de la gare. Ils l'ont fait un certain temps. Ils ont travaillé à des projets. Et moi, ça m'a permis, entre autres, d'aller convaincre les gens de Via-Rail à l'époque, qui étaient peut-être, je ne sais pas s'ils étaient plus ouverts qu'aujourd'hui, mais j'estime que oui, les convaincre d'investir pour améliorer l'extérieur de la gare. Puis, on a mis des gens ici, à l'époque, c'était, je pense, Steve Ouellet qui est rendu à la MRC, en tout cas, ou quelqu'un d'autre, là. Peut-être que j'oublie, je me mêle de nom, mais en tout cas. Faites des recherches pour voir quelles auraient pu être les couleurs originales de la gare à l'époque où elle a été construite, puisque c'était la deuxième gare d'Amqui. Et puis, on a pu retrouver que dans la Beauce, pas dans la Beauce, mais dans les Laurentides, il y avait quelqu'un qui était un expert dans les gares. Il était même né dans une gare. Aujourd'hui, il est décédé. Puis qui, lui, nous avait dit, l'intercolonial, les couleurs, c'était ça. Les couleurs qu'on a fait peindre sur la gare. Et quand j'ai travaillé avec les gens de Via-Rail pour les convaincre, j'ai dit, nous autres, là, on va s'occuper de l'intérieur de la gare, vous autres, vu que c'est votre gare. La propriété de la gare à Amqui, là, les gens qui ne le savent pas encore, là, la gare n'appartient pas à la ville. La gare appartient à Via-Rail. Bon, alors Via-Rail ont accepté à ce moment-là d'avoir une entente avec nous, qu'on puisse les représenter pour vendre les billets, ce qui se fait à l'hôtel de ville, puis qu'on s'occupe de l'intérieur et qu'eux allaient investir sur l'amélioration extérieure. Ils ont été investis au moins une cinquantaine de $1000 à cette époque-là, repeindre la gare, replacer des pièces de bois qui étaient pourries, remettre une couverture d'asphalte, en bordeaux d'asphalte neuve. Ils ont tout travaillé ça. Donc, le point d'ancrage pour avoir une espèce de centre d'intérêt à Amqui sur le plan touristique qui se démarque, là, qui vaut soit le détour ou qui vaut l'arrêt. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait construire ça autour de la gare. Et autour d'une gare, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit des trains, on voit de l'activité, de l'animation. Et lorsqu'on m'a parlé que l'existence du wagon Linwood, là, moi, j'ai pensé que ça allait être un élément majeur avec toute l'histoire de ce wagon-là. Ça allait être une pièce maîtresse d'un casse-tête à bâtir autour de la gare pour en faire un centre d'intérêt suffisamment digne de centre d'intérêt pour dire il y a de quoi là, on s'arrête là. Et c'est de là qu'on s'est mis à imaginer l'idée d'avoir une place publique qui s'appellerait Place de la Gare, le nom qui a été donné comme ça, un projet qui a été imaginé pour amener un lieu de commercialisation des produits du terroir matapédien et en ayant le service d'information touristique et des services sanitaires qui sont demandés et exigés pour être accrédités Village Relais que nous sommes devenus par la suite. Alors, est-ce que j'étais trop flyé, trop sorti de ce qui était possible de faire ou de réaliser? Ben, il y a plein de gens à Amqui qui ont concrétisé de nombreux projets et entreprises qui, à l'origine, ont pu passer pour des uluberlus ou des rêveurs qui allaient se péter, comme on dit en bon québécois, la gueule autrement. Hein? Ils allaient se la casser royalement, là, parce qu'ils connaissaient rien, puis ils allaient se river le nez.
Il y a des gens qui ont rêvé, puis je le rappelle encore une fois parce que c'était un ami qui m'avait dit ça. Il y en a, ils ont tellement rêvé que d'aller sur la Lune que finalement, ils ont percé les nuages puis ils se sont rendus sur la Lune. Alors, les gens qui ont l'habileté de visualiser, d'imaginer, de concevoir, c'est sûr qu'ils sont comme des pigeons sur le fil électrique ou sur le poteau, là. Ils sont nombreux, seuls, qui veulent le descendre parce que c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui est un membre inutile d'une communauté. Parlez-en à Bill Gates ou à celui qui a fondé Apple ou Google ou à tous ces gens-là qui ont créé des grandes entreprises de tout ordre, de petites, moyennes et grandes. Tous des rêveurs, bien souvent, qui faisaient rire d'eux autres à l'école ou à l'université, mais qui, aujourd'hui, là, c'est bien l'expression qui rira bien, verra bien qui rira le dernier. Moi, je veux, à Amqui, je veux des gens qui sont fiers d'avoir des gens qui parlent d'avoir des projets, puis de les imaginer, puis d'arrêter de dire que pour être rassembleur, je vais m'intéresser à toi en autant que c'est 50 jobs ou 100 jobs ou 200 jobs. Si tu parles de mettre au monde quelque chose qui va créer un emploi ou deux, c'est pas rassembleur, ça vaut pas la peine de perdre de temps. Moi, ce qui rassemble le monde à Amqui, c'est tous ceux-là qui font des projets à gauche et à droite. Tous les entrepreneurs ici à Amqui, hommes ou femmes, qui ont osé se lancer en affaires, qui développent leurs entreprises, qui croient, qui auraient pu partir, puis ils auraient pu réussir peut-être plus vite et plus rapidement et devenir encore plus gros que s'ils avaient décidé de choisir de s'en aller en ville, Montréal ou ailleurs, puis ont choisi de demeurer ici parce qu'ils demeuraient dans le milieu de vie, puis ils croyaient que c'était important d'être proche de leurs semblables, de leur parenté, de leurs amis, qui ont osé le faire. Moi, chapeau à tous ces gens-là. Eux autres, ce sont des rassembleurs. Des rassembleurs et des bâtisseurs. Et je suis très, très fier, moi, que ces gens-là aient choisi Amqui et de le faire. Et je suis triste de voir qu'on n'ait même pas été capable ici d'oser mettre une bouteille à la mer, d'aller pour sauver le wagon Linwood, alors que l'idée, bien entendu, m'est venue une fois l'élection arrivée du nouveau gouvernement. J'en reviens pas. J'en reviens pas, tout simplement. Comprenez-moi, là? Moi, le Linwood, là, c'est pas une vieille affaire sur le bord de la traque puis qu'on veut mettre simplement là pour agacer le monde, là. C'est un élément parmi une stratégie de faire une masse critique de choses à être implantées au fil et à mesure des années et des opportunités des aides gouvernementales pour faire en sorte qu'Amqui, on a quelque chose de marquant qui serait arrêté, bâti autour du patrimoine ferroviaire. Il y a des villes ailleurs au Canada qui l'ont fait. Amqui est en bonne posture de le faire. Notre gare est toujours vivante. C'est pas compliqué. Il suffisait d'oser et surtout de vouloir. Alors, je fais le constat que j'ai pas eu cette complicité-là autour de moi et je trouve ça fort dommage. Et je terminerai en vous lisant une petite pensée. Les gens bien informés sont les hommes qui sont bien informés, les gens qui habitent une communauté qui sont bien informés, et c'est notre devoir de bien les informer, sont des citoyens. Des gens informés, ils peuvent être des acteurs dans leur communauté. Mais si vous les informez mal, ils deviennent des sujets. Des sujets, c'est quoi? C'est des gens qui dépendent des autres, qui dépendent d'un roi, qui dépendent de quelqu'un qui les mène par le bout du nez. Sur ça, je termine. Et à nouveau, mes esprits vont à la famille Villeneuve et Côté, les deux familles. Merci, Mme Laurence Villeneuve, pour tout ce que vous avez donné à votre communauté et la fierté que vous aviez de vivre parmi nous et merci de m'avoir dit à de nombreuses reprises qu'on vous appréciez ce que le maire, l'actuel maire d'Amqui, faisait depuis un certain nombre d'années pour améliorer la ville d'Amqui. Sur ce, à la prochaine séance du 2 mai prochain.